Bonjour, je suis M. Billy Vogui, président du groupe Everest, directeur exécutif à la compagnie guinéenne des équipements. Je suis dans Dissidence. Merci. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Bienvenue à vous. La famille, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de production parce que on était très chargé par nos occupations professionnelles, notamment moi. J'étais très occupé à travers la préparation de mon spectacle du slam Kabanako qui a eu lieu ce 14 février. D'ailleurs, c'est un spectacle qui s'est très bien passé. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de remercier toute l'équipe, des gens qui ont travaillé avec nous pour la réussite de ce grand événement. Et c'est l'occasion aussi de remercier l'invité qui était avec nous pour la préparation du spectacle qui a beaucoup soutenu la chose, et c'est l'occasion encore pour nous de vous remercier. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit des dissidents. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être un dissident comme les autres. C'est aussi un dissident de l'entrepreneuriat. Vu que dans la plupart des cas en Guinée, des entrepreneurs sont des gens qui ne parlent pas. Ce sont des gens qui sont dans l'ombre. Ce sont des gens qui ont préféré le silence. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi un entrepreneur qui parle. Un entrepreneur qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est aussi une forme de dissidence. Alors, Monsieur Billy, pourquoi vous aimez trop conseiller sur les réseaux sociaux? Pourquoi, au-delà de ce que vous faites dans la vraie vie, au-delà de toutes ces actions que vous menez à travers les affaires, à travers l'entrepreneuriat, vous parlez toujours? Moi, je pense que nous sommes dans un écosystème où on ne communique pas assez pour la jeune génération. Nos jeunes ont besoin d'être informés sur les réalités derrière les affaires, sur la réalité derrière l'entrepreneuriat. Si je ne me trompe pas, selon l'Institut national de la statistique, les 5 dernières années ou les 10 dernières années, c'est près de 80 000 entreprises qui ont été créées à la PIP. En Guinée? En Guinée. Et donc, sur les 80 000 entreprises qui ont été créées et enregistrées, et un RCCM a été produit, aujourd'hui, il n'y a même pas 30% des entreprises qui continuent de vivre. Et selon d'autres statistiques, en Guinée, lorsqu'on crée une entreprise, après une année, l'entreprise meurt, surtout avec les jeunes. Donc, c'est une réalité difficile à consommer, selon moi. Donc, si en 10 ans, 80 000 Guinéens ont eu confiance à leur pays, ont décidé d'investir, ont décidé de prendre un RCCM pour s'établir, De faire quelque chose. de faire quelque chose, mais après se retrouvent à fermer, à faire faillite ou à échouer, c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas expliqué. Et ce qui n'est pas expliqué, c'est la compréhension de l'écosystème. Comment ça fonctionne, comment il faut investir, comment il faut recueillir des financements, comment il faut travailler, comment il faut maîtriser surtout l'industrie. Et si ces informations ne passent pas, on est sûr que la génération ne va pas s'en sortir. Et donc, comme vous l'avez dit, les entrepreneurs, on préfère se taire, on préfère rester dans l'ombre. Les dévanciers, les aînés. Les dévanciers, donc... Est-ce que vous leur reprochez ça parfois quand vous êtes ensemble? Quotidiennement. Et qu'est-ce qu'ils disent? Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer plusieurs aînés dans le domaine des affaires, que ce soit des patrons du BTP, des mines, des industries. Je travaille constamment avec eux. Quand je les rencontre, je dis pourquoi est-ce que vous n'expliquez pas votre parcours aux jeunes? Parce qu'on est conscient que ce que les médias relatent de vous n'est pas forcément la réalité. Vous avez traversé des douleurs et des difficultés énormes. Vous avez utilisé des stratégies que personne ne connaît, parfois pour lever des milliards afin de pouvoir investir. Vous avez utilisé des réseaux, vous avez utilisé des stratégies d'activité que personne ne connaît. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Expliquez aux jeunes pour les permettre de comprendre afin de pouvoir mieux grandir. Mais généralement, ils aiment toujours répondre que dans les affaires, il n'y a pas de bruit. Dans les affaires, il ne faut pas trop parler parce que quand tout le monde connaît comment tu fais, c'est dangereux. Et je ne suis pas forcément contre ce qu'ils disent parce qu'on est dans un écosystème aussi où les gens aiment toujours chercher la petite bête noire dans tout ce qu'on fait. Donc c'est pourquoi beaucoup, par mesure de prudence surtout, préfèrent ne pas parler. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas transmettre. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des plateformes qui se développent pour permettre à ces aînés-là de venir parler. Mais aussi, il nous revient, jeunes, de grandir, d'avoir accès à eux. Ils vont nous expliquer ces stratégies. C'est aussi ça le but. Qu'à cela ne tienne, nous, on a notre Billy. Alors, on va profiter à travers cet épisode-là. Est-ce que vous assumez aujourd'hui que vous êtes riche? Si j'assume que je suis riche, moi je pense que ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question. La notion de richesse est très relative pour moi. Si je dois prendre sur les standards internationaux, je ne suis pas riche,
Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple les standards aux États-Unis, c'est très élevé aujourd'hui dans la catégorie entrepreneur. Si on reste dans le standard guinéen. Si on est dans le standard guinéen, oui, je peux affirmer véritablement que je suis quelqu'un de riche. Ok. Mais riche par rapport à ma vision des choses. Ok. J'explique clairement. Parce que pour moi, être riche, en réalité, c'est avoir la possibilité de réussir un objectif de vie. Moi, il y a très longtemps, j'ai décidé de devenir entrepreneur, de lancer un projet, d'avoir un impact. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai cet impact. Que ce soit à 100% ou non, le jugement revient notamment à vous autres, mais je me dis qu'il y a quand même un impact derrière le travail qu'on a bâti depuis ces années. Donc, c'est une réussite. Et cette réussite a produit une conséquence qui est l'argent. Et c'est justement par rapport à ça que je dis que je suis riche. Donc, selon le standard guinéen aujourd'hui, je n'ai pas trop à me plaindre. Mais si on doit aller sous d'autres cieux, je suis qu'un débutant. D'accord. Qu'est-ce que ça fait réellement de réussir, sachant qu'on vient de très loin, surtout dans votre cas? Pour moi, c'est réellement un sentiment de fierté. Pour moi, c'est un sentiment de fierté parce que on vient des familles où avoir un boulot, être payé à 10 millions est une grosse réussite. Donc, nous ne pouvions pas imaginer qu'on pouvait monter des sociétés qui vont faire des milliards. On ne pouvait pas penser à ça. Donc, si c'est arrivé, c'est un sentiment de fierté, mais surtout une reconnaissance ardue à l'Éternel des armées, parce que moi, je suis très croyant. Et donc, c'est quelque chose que je ressens avec beaucoup, 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 beaucoup de fierté. D'accord. Quand on regarde la plupart des entreprises, en tout cas des entreprises qui font de gros chiffres en Guinée, ce sont des entreprises qui viennent d'ailleurs, ce sont des entreprises étrangères. Quand on regarde des sociétés comme Alport, des sociétés comme Albarec, des sociétés comme des stations Shell, l'hôtel Noum, Orange, ce sont des entreprises qui font beaucoup de milliards par an. Et ces capitaux-là partent ailleurs. Est-ce que notre pays peut se développer quand il y a encore en son sein des entreprises qui sont encore plus grandes, mais qui font des chiffres qui partent ailleurs? Est-ce qu'on peut se développer dans un tel écosystème? Mais de l'autre côté aussi, bien avant même de venir sur cette question, il y a des entreprises en Guinée aussi qui font de gros chiffres, qui sont à capitaux purement national. Comparativement à ces entreprises-là, est-ce qu'on peut le mettre sur le même piédestal? Bon, la question n'est pas forcément la comparaison, la question c'est l'impact des flux générés par rapport au système économique de notre pays. Je vais vous expliquer par exemple la réalité des jeunes entreprises qui montent en puissance. Prenez l'exemple de GPC, prenez l'exemple de IBS, prenez l'exemple même de UMS, prenez l'exemple des sociétés par exemple comme BGEC, prenez même l'exemple aussi de Guicopress. Ce sont des entreprises qui sont détenues par des Guinéens qui produisent du chiffre d'affaires et ce sont des centaines de milliards de francs guinéens que ces entreprises génèrent annuellement. Donc ce sont des résultats qui sont ici, qui sont concrets. Il faut les encourager. Parce que je vois que ce discours perdure véritablement. Tout le monde le dit tout le temps. Notre économie est dominée par les étrangers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est normal que notre économie soit dominée par les étrangers. C'est normal? C'est normal. Comment c'est ça? Normal sur quelle base? Si nous ne prenons pas la place qui nous revient, ça devient normal. Parce que la nature a horreur du vide. Si on n'investit pas, si on ne crée pas des champions locaux, si on ne crée pas des mastodontes, c'est normal que les compagnies étrangères viennent créer des mastodontes dans notre pays. C'est pourquoi j'ai dit que c'est normal. Je ne dis pas que c'est normal parce que ça devrait le faire. J'ai dit que c'est normal parce qu'on n'a pas pris nos responsabilités. Nos responsabilités relèvent de plusieurs éléments. En première position, il faut créer un cadre structurel national permettant aux entreprises de pouvoir grandir. Deuxièmement, il faut créer un plan national de financement, notamment à l'amorçage des entreprises, au développement et même à la vitesse de croisière. Ça, jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Et en troisième position, il faut créer aussi une politique nationale de redressement des entreprises. Une entreprise est appelée à échouer. Moi, si je vous explique le nombre de fois que j'ai échoué, vous aurez pitié de moi. Avant que je sois à ce niveau-là, j'échoue tout le temps. Et même aujourd'hui, même là, j'ai échoué. Donc, c'est quotidien, on investit, on perd de l'argent. Mais qu'est-ce qui permet de se relever, de continuer d'avancer? Parce que derrière, on a des stratégies de redressement quand on échoue. Mais sauf que tous les jeunes entreprises n'ont pas forcément cette stratégie-là. Voici des mécanismes qui ne sont pas en place dans notre pays qui font que les champions nationaux ne peuvent pas émettre. Si aujourd'hui vous avez un projet et que vous avez besoin de 10 millions de dollars pour avoir un impact sur les 10 prochaines années à venir, vous enlevez les 10 millions de dollars où? Vous allez rencontrer une banque, ils vont vous demander d'envoyer un titre foncier d'une valeur de 20 millions de dollars.
vous allez l'enlever. Et si vous allez rencontrer des partenaires pour les demander de vous donner leur titre foncier, il faudrait qu'ils aient extrêmement confiance en vous, sinon ils ne le feront pas parce qu'ils ont aussi galéré à l'avoir. Donc, vu que cet écosystème n'existe pas, c'est donc un vide qui s'est créé. Et ce vide s'est créé depuis longtemps. Et à cause de ce vide-là, on a donc vu la venue des multinationales étrangères venir investir, créer de la richesse et maintenant s'enrichir au détriment des entreprises locales. Voilà pourquoi je dis c'est normal, parce qu'il y a un vide que nous devrons combler. Et c'est une responsabilité qui ne relève pas que seulement de l'État, qui relève de tout le monde. C'est une responsabilité partagée. Partagée pour tout le monde. Les jeunes doivent investir intelligemment, doivent être organisés, coordonnés, mais surtout, ils doivent accepter, être transparents sur ce qu'ils font comme activité pour permettre aux banques de leur faire confiance, aux partenaires de leur faire confiance. Et c'est ainsi qu'on grandit. Et c'est à la suite de ça que l'État va accepter, investir aussi en eux, les soutenir, les recommander, les donner des marchés et enfin de pouvoir donc prendre place dans le cercle restreint des mastodons. D'accord. Vous avez fondé le groupe Everest avec des camarades et j'ai lu que, je ne sais pas, 100% des jeunes, des employés du groupe Everest sont des jeunes entre 12 et 22 à 35 ans. Pourquoi le choix exclusif sur des jeunes? Aujourd'hui, moi, j'ai une mentalité. Peut-être que ce n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais pour moi, lorsque vous recrutez des jeunes, que vous les formez, que vous investissez en eux, que ces jeunes-là maîtrisent les process de votre entreprise, ils pilotent votre entreprise à votre place. Et je ne sais pas si vous avez regardé les résultats du dernier recensement préliminaire là, qui a été mis en avant. C'est clairement dit que la population guinéenne a moins de 22 ans, c'est entre 22 ans et 30 ans, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on a une population majoritairement jeune. Et moi, je travaille beaucoup sur les questions de développement des jeunes, au-delà de mes activités. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, on a un stock très élevé de jeunes chômeurs. Le stock s'apparente à 8 millions de jeunes. Quand on parle de chômeurs, on ne parle pas des personnes qui ne travaillent pas, parce qu'en Guinée, tous les jeunes travaillent. Mais est-ce que le travail est décent et permet de se prendre en charge? Donc, ce stock de jeunes qui ont des boulots, mais indécents, s'élève aujourd'hui à 8 millions de jeunes. Et donc, à cause de cela, moi, je me suis dit, si j'ai la possibilité de créer de l'emploi, ce n'est que des jeunes que je vais recruter. OK. C'est quoi l'expérience avec ces jeunes-là? Est-ce qu'ils sont aussi courageux que ça? Est-ce qu'ils sont bosseurs? Déjà, il faut retenir que lorsque vous créez les conditions nécessaires pour permettre aux jeunes de grandir, ils vont grandir. Ça, il faut le retenir. Aujourd'hui, les jeunes Guinéens sont frustrés. Les jeunes Guinéens encaissent énormément. Les jeunes Guinéens traversent des situations qu'on ne peut pas expliquer. Vous allez voir des jeunes à partir de 20 ans qui ont la responsabilité de prendre leur famille en charge. C'est extrêmement compliqué d'avoir 20 ans à peine, ne même pas avoir une première expérience d'activité, ne même pas avoir un projet, ne pas avoir d'épargne, mais être confronté à prendre en charge sa famille, investir dans ses projets, penser à son avenir, et de l'autre côté, être confronté même à la question des études et tout ça. Donc, imaginez-vous le stress qu'un tel jeune peut traverser. C'est déjà un courage incommensurable de vivre en Guinée. Un grand courage. Donc, c'est un grand courage. Il faut du cardio, certains Donc, le disent. moi, dans mon expérience, ce sont des jeunes comme ça que je recrute, qui ont la rage, qui veulent aller loin, qui veulent développer quelque chose. Des jeunes qui se disent que je suis un tremplin pour eux et qu'avec ou sans moi, ils vont y arriver. Quand tu prends un jeune comme ça qui a cette énergie, tu canalises et puis tu l'apprends à faire quelque chose de sérieux, de bon, il va te produire des résultats extraordinaires. Et moi, c'est de cette façon-là que je travaille. Donc oui, naturellement, dans toutes choses, il y a forcément des bons et des mauvais. Il y a des jeunes aussi qui n'ont pas forcément cette bonne conscience-là, qui se disent peut-être que tout va venir au moment où ça doit venir, qu'ils ne forcent pas. Donc forcément, ça arrive. Et quand vous rencontrez ce type de jeunes-là, la collaboration ne dure pas. C'est juste ça. OK. Vous êtes aussi directeur de la compagnie guinéenne des équipements. Que fait réellement cette compagnie? Aujourd'hui, à la compagnie guinéenne des équipements, nous faisons ce qu'on appelle le leasing et l'affacturage. Ce sont des outils financiers permettant d'accompagner les entreprises à l'acquisition des équipements. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché minier industriel en plein boom en République de Guinée, où on a réellement besoin de plus d'équipements pour travailler. Vous avez remarqué dehors, il y a des travaux d'infrastructure que le gouvernement a initiés. Il y a des bâtiments qui sortent de terre matin, midi, soir, et on a besoin d'équipements pour pouvoir justement réaliser ces travaux. Donc derrière ce que nous faisons, on se positionne aujourd'hui comme la première entreprise guinéenne capable de fournir n'importe quel équipement aux opérateurs économiques. C'est énorme.
C'est dans ce sens que nous travaillons justement et aujourd'hui, ce qu'on est en train de réaliser parce qu'on a compris que les équipements permettent aux entreprises d'être compétitives en fait sur le marché. Regardez, si vous êtes une entreprise aujourd'hui, que vous avez un contrat par exemple en mine et que vous devez faire le transport de la bauxite, qu'on vous demande par exemple 100 camions. Les Chinois vont venir s'unir par exemple à 4, 5. Ils vont investir, acquisitionner les 100 camions, signer le contrat, investir, ramasser ces milliards et puis aller se jeter. Alors que si vous êtes une entreprise guinéenne et que vous avez ce contrat, que vous avez une compagnie capable de vous gérer ces équipements sous forme de leasing, même à crédit, ou sous forme d'affacturage, ou sous forme de crédit bail, tout ce que vous voulez, vous êtes compétitif automatiquement. Parce que vu que la loi sur le contenu local recommande plus les entreprises guinéennes, donc on va plutôt te prendre parce que tu as les équipements, tu as le contrat, tu as l'expérience. Et c'est comme ça les champions naissent, c'est comme ça les champions grandissent. Donc nous, c'est à ce segment-là qu'on s'attaque à la compagnie guinéenne des équipements depuis quelques années aujourd'hui et ce qu'on est en train de bâtir. D'accord. Est-ce qu'un jeune qui débute par exemple dans les affaires, quand il voit la compagnie guinéenne des équipements, ça paraît pour lui énorme, très délicat de lancer une telle compagnie. Est-ce que c'est possible pour un jeune qui commence dans les affaires de commencer à travers une telle structure? Travailler avec nous? Non, débuter, lancer une entreprise comme telle. Lancer une entreprise comme la compagnie guinéenne des équipements? Aujourd'hui, avant qu'on ne lance la compagnie guinéenne des équipements, j'ai commencé d'abord par Everest. Il est important de préciser que je ne me suis pas levé un beau matin pour dire que je lance une compagnie qui va financer d'autres compagnies. C'est une grosse prétention pour un début. Quand vous êtes jeune, il faut commencer petit. J'aime le dire souvent, l'humilité, c'est la clé du succès. S'il y a un conseil que j'aime donner aux jeunes, c'est que quand on commence, on n'a pas les moyens. Il ne faut pas avoir honte de plier les manches, descendre sur le terrain, même s'il faut laver des véhicules, gagner un peu d'argent, investir progressivement, lancer une entreprise, une seconde entreprise, ainsi de suite, jusqu'à atteindre une grande entreprise. Ça, c'est le processus. Donc, moi également, j'ai suivi ce processus. Quand j'ai décidé d'entreprendre, j'ai commencé très bas. J'ai vraiment pas commencé avec tout ce que vous voyez aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple qui est très concret. À l'époque, lorsque j'ai commencé à entreprendre, c'était en 2017, quelque chose comme ça, parce que j'étais en 3e année d'université. Non, ici, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Voilà. Donc, j'habitais chez un grand frère à Lambagny. Voilà, je dormais dans son salon. Et j'ai commencé à avoir donc la volonté de vouloir investir. Et c'est lui-même qui m'a parlé, il m'a dit, il y a une activité en Guinée qui marche bien, le transport et la logistique. Et comme moi, je faisais déjà l'architecture, donc tout ce qui était projet, bâtiment et tout, je voyais la valeur. Ça vous intéressait? Je voyais déjà la valeur de la logistique, en fait. Parce que quand tu ne peux pas parler de construction, de réalisation sans parler de logistique. Donc ça m'a touché, j'ai dit oui, pourquoi ne pas voir? Et lorsque je me suis intéressé, j'ai compris qu'il fallait beaucoup de moyens parce qu'il faut acquisitionner des équipements, aller négocier des contrats, avoir des locaux, avoir des emplois, il faut avoir une équipe opérationnelle. J'ai dit que ce n'était pas fait pour moi. Donc tout de suite, j'ai accepté mon niveau en fait. Et j'ai commencé à laver des véhicules. Ok, vous avez commencé par le lavage? J'ai commencé par laver des véhicules. Il avait un lavage qui se trouvait juste à Sonfonia. Lorsque vous venez après le petit marché, il y avait un lavage qui était là. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, connaissent très bien. Donc, je travaillais dans son lavage, mais aussi on faisait des lavages à domicile. Je l'ai même expliqué dans mon bouquet que j'ai fait sortir il y a un moment, qu'avec mes compagnons, lorsque nous avons décidé de lancer l'entreprise, on avait besoin d'argent en fait pour prendre notre RCCM. Parce que le domaine de la logistique, il faut être structuré avant de commencer. Donc, nous, on n'avait pas de moyens. Donc, on a décidé de laver des véhicules. En plus, on le faisait la nuit parce qu'on avait honte. La nuit? Oui, on le faisait la nuit. Vous aviez honte de qui à l'époque? Voilà. Des jeunes filles? Bien sûr, parce qu'on est jeunes et c'est cette mentalité qu'on a. C'est pourquoi je suis bien placé aujourd'hui pour demander aux jeunes de commencer progressivement. J'avais honte, bien sûr, parce que j'étais quand même 3e année d'architecture. J'étais un jeune brillant et tout. Il y avait les réseaux sociaux. Je n'aimerais pas qu'on me voit en train de laver les véhicules. Et je ne venais pas aussi d'une famille méga pauvre. Mon papa, il est fonctionnaire, maman est commerçante. Donc, ils font leur mieux pour m'aider, mais sauf qu'ils ne peuvent pas me donner beaucoup d'argent pour investir. Donc, je suis obligé de faire en catimini. Donc, avec les amis, on faisait ça en clando. Et un peu, on a eu... Je me rappelle, à l'époque, quand on a fini la cotisation, on était à 10 millions. 10 millions, on a pris 3 millions et puis on a eu l'agrément de l'entreprise. Ensuite, le reste, on a utilisé comme fonds de roulement pour aller négocier les premiers contrats. Bon, il faut dire que pour avoir un contrat dans les mines, il faut avoir un équipement.
Donc, il fallait aller négocier les équipements parce qu'on ne pouvait pas les acheter. Donc, on négocie avec ceux qui en ont, ils nous les donnent sous location et nous, on les place auprès des compagnies minières. Donc, c'était vraiment la stratégie de départ. Donc, on n'a pas commencé toujours en tout de suite. 2017? Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est 2017, 2000, pratiquement, c'est venu jusqu'à 2019, tout ce processus-là. Je me rappelle qu'en 2019, on était à Tougeda. Pour ceux qui connaissent Tougeda sur Lambani, on avait nos locaux là-bas à l'époque. On est passé par Tougeda parce qu'on n'avait pas les moyens de prendre un bureau et tout. Et c'est de Tougeda, lorsque les choses ont commencé à marcher, qu'on est venu à Symphonia, sur l'immeuble Everest de Symphonia. Et aujourd'hui, on a pratiquement tout l'immeuble comme local. Et c'est de là-bas que je suis allé à la compagnie guinéenne des équipements avec la vision d'un autre partenaire que j'ai rencontré qui m'a parlé aussi de ce marché. Et tout de suite, là, j'ai adopté. On a fondé la société, on a lancé la compagnie guinéenne d'équipement. Et c'est comme ça que je suis quitté directeur général d'Everest pour passer donc Directeur général. directeur général de la compagnie guinéenne des équipements. C'est énorme, d'un simple laveur de voiture C'est comme ça. à un directeur d'une compagnie comme telle. Et je vois des gens souvent dire, je vais lancer un business, est-ce que tu peux me proposer une meilleure idée de business? Quel est le meilleur business que tu me proposes à faire? Est-ce que pour vous, la notion de meilleur business existe? Il n'y a pas de meilleur business qui existe. La vérité sur le lancement des business, c'est qu'il faut trouver un problème et combler le déficit. C'est la règle essentielle. Il faut qu'on arrête de chercher des solutions miracles qui n'existent pas. Il n'y a pas de solution miracle pour lancer un business. Il n'y a pas de solution miracle pour lancer un projet. Ça n'existe pas. Quand on veut lancer un projet, quand on veut lancer une activité, quand on veut lancer un business, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a un problème? Et ce problème, je comble comment? Aujourd'hui, à Conakry, c'est difficile de se déplacer. Donc, j'achète un taxi. J'ai pris un exemple tout bêtement comme ça. Aujourd'hui, à Conakry, c'est difficile, par exemple, de se loger. Donc, je prends un appartement et puis je meuble et puis je fais, voilà, des appartements meublés. Aujourd'hui, à Conakry, je vois, par exemple, que C'est difficile de se connecter bien. c'est difficile, par exemple, voilà, de se connecter. Donc, je décide de dire que je vais investir dans les télécoms, même si c'est gros. Mais c'est quand même un problème et une solution qui a été mise en place ici, où je décide de dire que c'est difficile de se former à Conakry. Je crée un cabinet de formation. Donc, c'est comme ça qu'on décide de se lancer en business. Et une fois qu'on a compris ce facteur, ça ne se limite pas là. Parce que ce n'est pas seulement parce que tu as trouvé un problème que tu as trouvé la solution, ça veut dire que tu es prêt. Non. Voici les étapes. En première position, il faut d'abord le problème. Après le problème, la solution. Après la solution, il faut évaluer la concurrence parce que la solution que tu as trouvée, d'autres proposent cela. Et donc, il faut analyser cette concurrence. Et après cela, il faut faire ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie, c'est ce qui te différencie de ce que tu as appris de la concurrence. Lorsque moi, j'ai décidé de dire que je veux lancer la compagnie guinéenne des équipements, j'ai fait un peu un benchmark. Et j'ai remarqué qu'en République de Guinée, il y a déjà des concessionnaires qui proposent légèrement ce que je fais. J'ai cherché la faille. Et c'est dans la faille que j'ai proposé le leasing et la facturage. C'est devenu une force pour vous. C'est devenu une force pour moi. C'est dans la faille parce que j'ai compris que les concessionnaires en Guinée ne revendent qu'au cash. Il faut avoir 100% du montant. Moi, je dis, je te propose, tu payes 20%. OK. Le reste, je te donne à crédit. OK, 20%. 20%. Donc, le reste, moi, je te donne à crédit. Tu vois? Donc, derrière, j'ai négocié avec ma banque pour que ma banque accepte de certifier l'opération. OK. Et ainsi, l'entrepreneur, il a ses équipements, il rembourse bien, je lui donne encore plus d'équipements. La vie est belle pour tout le monde. Donc, mais il a fallu que j'analyse ce qui se passe sur le marché. Vous comprenez? Et après cela, il faut maintenant faire l'évaluation budgétaire. Il me faut combien pour investir dans tout ça? Donc, vous voyez qu'on est très loin maintenant sur les analyses. Après cela, il faut faire la probabilité de rendement. Après avoir mis cet argent dedans, est-ce que ça sort? Parce que le nom de l'argent, c'est j'ai investi et puis ça doit ressortir. Sauf si c'est une dépense. Mais quand il s'agit d'investir, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va ressortir? C'est pourquoi après l'évaluation budgétaire, il faut se poser la question, quelle est la probabilité de rendement? Il faut l'évaluer. Cette probabilité de rendement, à moins, doit dépasser les 10%. Dans les scénarios très pessimiques qu'on appelle les scénarios horse, il faut qu'il y ait au moins 10% d'assurance que quand j'investis, l'argent va sortir. Et si tu as des scénarios à 50% de rendement, ça veut dire que c'est très intéressant ce que tu es en train de faire. Et à la suite, il faut se poser la question, quelles sont les compétences que j'ai pour pouvoir piloter cette activité? C'est pourquoi tu peux décider de lancer un business, mais tu n'es pas, par exemple, le directeur général. Tu n'es pas le gérant. Parce que ce n'est pas toi qui as la compétence pour pouvoir développer ce projet. Donc, aie l'humilité de quitter et permettre à une autre personne de venir aider le projet à grandir. Et ensuite, une fois que tu termines C'est ce que vous cela, avez fait avec Everest?
Moi, j'avais les compétences, mais derrière, lorsque j'ai eu la vision d'aller créer une autre compagnie, en toute humilité, je me suis dit, je ne veux pas être directeur général de deux entreprises. Ouais, c'est intelligent. J'ai un ami aujourd'hui qui a énormément de compétences. Monsieur Bernard, il est financier, il a été directeur financier de la société durant tout le temps quand j'étais directeur général. J'ai dit, mais c'est lui, normalement, qui doit être le directeur général. Il peut bien piloter l'entreprise. En toute humilité, je suis parti. Et j'ai pris maintenant, je suis devenu président du conseil d'administration simplement pour superviser et aussi qu'il bénéficie de mon expertise. Et après cela, maintenant, il faut maîtriser ce qu'on appelle l'environnement. Dans l'environnement, tu vas analyser les risques de marché, tu vas analyser comment est-ce que tu te fais financer, tu vas analyser les difficultés, tu vas analyser les mesures d'atténuation. C'est ce qu'on appelle un business plan, ce que je viens de vous expliquer. C'est à la suite de ça, une fois que toutes les questions sont répondues, que normalement, tu es prêt à te lancer en business. Ça veut dire que même si tu veux investir 1000 francs, tout ce que je viens d'expliquer, il faut que tu t'assures que tout soit répondu pour ne pas perdre l'argent. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les jeunes Guinéens ne font pas. Ils décident de se lancer parce que quelqu'un d'autre le fait et que c'est intéressant. Comme un effet de mode. Comme un effet de mode. Alors que non, on se lance après avoir respecté les différents éléments que je viens de citer. C'est autour de 10 étapes. Il faut les respecter convenablement. Comme ça, au moins, quand on investit et qu'on échoue, on apprend mieux. Parce qu'on a pris soin d'élucider tous les paramètres. Et même si on échoue, on comprend peut-être c'est dans tel processus, c'est dans tel élément que je ne me suis pas, peut-être, j'ai pas bien fait des recherches et tout. C'est pourquoi j'ai échoué. Donc, je corrige et puis j'avance. C'est ça. Ouais, vous êtes architecte de formation. Vous avez étudié à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Vous avez connu et pratiqué le système éducatif guinéen. Est-ce que si on remonte le temps, vous aurez toujours fait le choix d'étudier dans une telle université? Déjà, l'architecture, je n'ai pas terminé, mais j'ai eu une bonne dose de formation à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Okay. Voilà, Pourquoi vous n'avez pas terminé? Parce que je devrais entreprendre. Moi, je fais partie des Guinéens, en tout cas, qui ont décidé d'abandonner les études pour aller entreprendre. Mais je n'ai pas abandonné parce que l'architecture n'est pas intéressante, non. C'est un métier de rêve. C'est un métier extraordinaire. Aujourd'hui, être architecte, c'est excessivement noble. Mais lorsque j'ai décidé d'entreprendre, la situation était très compliquée chez moi parce que je ne suis pas allé à l'entrepreneuriat comme le commun, par exemple, des gens qui se disent qu'il faut que je lance un projet, mais derrière, quand même, ils ont ce qu'il faut, ils ont quoi manger. Moi, j'ai décidé de l'entrepreneuriat parce que moi, mon père venait de perdre son travail au Conseil d'Annonce pour les réfugiés. Okay. Il n'y avait pas de moyens dans la famille. Il était fonctionnaire, mais il avait perdu son boulot. Même m'envoyer de l'argent pour payer mon loyer, c'était compliqué. C'est ma pauvre mère qui revendait ses pagnes parfois pour m'envoyer de l'argent. La situation était très compliquée à l'époque. C'était une nécessité à l'époque. C'était donc une nécessité que je stoppe légèrement les études d'architecture pour aller entreprendre. Et vous pouvez demander tous mes promotionnaires de l'Institut d'architecture. Je faisais partie, en tout cas, des étudiants les plus brillants. On avait les meilleurs projets. Et c'était une très belle expérience parce que l'architecture m'a forgé au travail. On pouvait rester à l'école durant 3 jours en train de travailler sur les exercices et les devoirs. C'est très corsé les études à l'Institut supérieur. C'est vraiment pas facile. Mais il y a aussi beaucoup de dépenses parce que il faut investir dans le matériel pour pouvoir faire tout ce qui est exercice et tout. Donc, avec la galère qu'on vivait dans la famille, je ne pouvais pas continuer à étudier. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit, bon, je mets une pause, je vais essayer d'entreprendre, voir ce que ça donne. Comme je suis pratiquement à la fin, parce que je devrais donc venir à la soutenance, et généralement, même, j'avais aussi plusieurs aînés qui avaient un peu les mêmes situations. Ils ont dû abandonner, aller travailler. Eux, ils ont travaillé d'abord, ensuite revenir faire la soutenance. J'avais même un professeur qui m'enseignait, n'avait pas son diplôme. À l'ISO, il y a beaucoup ces cas-là. Beaucoup de personnes laissent d'abord à un moment donné, vont travailler, gagnent un peu d'argent, ensuite venir soutenir. Parce que la soutenance coûte excessivement cher, ça demande énormément d'argent. À l'époque, quand j'avais demandé même à un professeur, j'ai dit, si je veux soutenir, il me faut préparer combien de budget? Il m'a dit entre 50 à 100 millions. Je parle d'un étudiant qui ne travaille pas, qui a sa famille, il n'y a pas de moyens et tout. Qu'est-ce que je devrais faire? Donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision, moi, de dire qu'il faut que j'aille entreprendre. C'est même pourquoi je t'ai dit que j'habitais chez un de mes frères et je dormais dans son salon parce que la situation était très compliquée. Et c'est à la suite de ça, il fallait donc qu'on lave d'abord des véhicules, gagner un peu avant de décider de se lancer dans la logistique. Donc, tout est corrélé, en fait. Voilà un peu comment moi, je décide de quitter l'architecture. Donc, pour répondre maintenant à la question, le système éducatif guinéen dans son ensemble aujourd'hui, le système éducatif guinéen dans son ensemble est très malade. Très, très malade. Très, très malade. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'efforts que le gouvernement est en train de faire pour rehausser le niveau.
mais c'est parce qu'il y a eu énormément de crises qui se sont enchaînées, que même les efforts incommensurables qu'on peut aujourd'hui mettre en place pour pouvoir redresser la situation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que le système éducatif guinéen souffre énormément. Je vais parler de quelques éléments. En première position, il y a le fait que ce qu'on enseigne aujourd'hui dans notre système n'est pas corrélé avec nos besoins. Donc, ce qui veut dire que nous partons apprendre des choses qu'on ne peut pas forcément appliquer dans la réalité de notre pays. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour apprendre. Je veux parler des départements techniques, des départements comme la médecine, comme la chimie, des départements comme la biologie, comme l'ingénierie. Les laboratoires sont quasi inexistants. Des bibliothèques parfois vides. Donc, la situation est dramatique à ce niveau. Les conditions aussi de nos professeurs, de nos enseignants, est très lamentable. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui quitte n'importe où, qui a un poste parce qu'il a peut-être un réseau dans le gouvernement, il brasse des milliards, un enseignant qui se tue pour nos enfants, qui se tue pour les jeunes à l'école, à zéro. Ça ne se comprend pas, ça. Donc, on ne peut pas forcément en vouloir peut-être cette personne-là parce que oui, il a eu accès à un réseau et puis on l'a nommé. Ça change, ça va, parce que ça existe partout dans le monde. Mais pourquoi ne pas donc créer des conditions nécessaires pour permettre aussi à nos enseignants, même s'ils n'ont pas des milliards, mais d'être dans des conditions favorables. Aujourd'hui, lorsque vous descendez un peu à l'intérieur du pays, que vous regardez la qualité des écoles que nous avions, la qualité du bâtiment, parfois c'est dégueulasse. C'est attristant. C'est attristant. Donc c'est à cause de tout ça que j'ai dit que notre système aujourd'hui souffre énormément. Mais cela ne veut pas dire que l'école n'est pas bonne. L'école est très bonne. Mais qu'est-ce que nous avions fait de l'école? Voici Surtout la vraie question, surtout en République de Guinée. Dans notre contexte aujourd'hui, l'école reste bonne, mais qu'est-ce que nous avons fait de l'école? Nous avons manipulé l'école. Nous avons laissé l'école en retard. Nous avons oublié l'école. Et nous oublions quelque chose. Quand vous parlez de nous, vous parlez de qui? Quand je parle de nous, je parle du gouvernement. Ok. L'éducation, c'est à la charge du gouvernement, ce n'est pas à la charge des populations. Il revient au gouvernement de trouver des solutions pour une éducation saine. La responsabilité pour les jeunes, c'est d'aller étudier. Ouais. C'est dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions. Mais ceux qui doivent mettre en place les infrastructures, payer bien les professeurs, payer bien les enseignants, veiller à ce qu'il y ait des labos, tisser des partenariats avec des institutions à l'international pour renforcer notre éducation, ça, c'est le gouvernement qui fait. C'est leur boulot. Et aujourd'hui, c'est véritablement eux le problème par rapport à notre éducation. Donc, il y a des efforts qui sont en train aujourd'hui, bien sûr, de se mettre en place parce qu'ils font quand même énormément d'efforts. Il faut être reconnaissant pour le dire. Ils sont en train de faire leur mieux pour faire avancer les choses et tout. Mais, comme je l'ai dit, ça reste insuffisant. C'est pourquoi il faut redoubler davantage les efforts et faire en sorte de ne pas arrêter, d'ailleurs, même l'effort qu'on est en train de fournir, pour rattraper, en fait, le retard. Moi, je connais beaucoup qui ont abandonné, qui ne trouvent plus de sensations aux études parce que les conditions qu'ils trouvent là-bas ne les favorisent pas à progresser là-bas. Et donc, ils préfèrent abandonner. Exact. Et c'est cela, justement. Et je connais beaucoup de jeunes qui ont abandonné les études, pas forcément dans mon cas, parce que moi, c'était pour une raison bien spécifique. C'était une pause. Il y avait une cause derrière, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné, honnêtement, parce que ils apprennent rien. Ils vont à l'école tous les jours et absolument rien. Moi, j'ai des jeunes qui viennent me dire que j'ai été orienté, par exemple, à l'université de Symphonia. Je vais que 3 fois dans la semaine. Et même parfois, les 3 fois, parfois le professeur ne vient pas. Des fois, on part, on est plus de 100 en classe, on ne comprend rien, c'est un peu difficile. Donc, vous voyez ces conditions-là, les jeunes ne peuvent pas... Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas véritablement de se dire qu'il faut que je continue à étudier. Et ça, c'est quelque chose qui doit être corrigé. Si aujourd'hui la jeunesse décide qu'ils veulent étudier, il faut que l'État prenne les mesures pour que tout le monde étudie. Et comme moi, j'aime le dire, notre plus grande richesse, ce ne sont pas les mines. Il faut arrêter de se tromper. Notre plus grande richesse, ce ne sont pas les industries. Notre plus grande richesse, ce n'est pas les ressources que nous avons. Notre plus grande richesse, c'est le capital humain. Nous avons une population à 75% jeunes. Pour être plus précis, 77% jeunes. Si nous investissons dans ce capital, faisons en sorte d'avoir des vrais ingénieurs. Faisons en sorte d'avoir des vrais techniciens, des hommes de droit, des juristes de qualité. Est-ce que tu vois ce que ça va faire à la République de Guinée? Ça va changer énormément de choses.
Mais si nous ne prenons pas ça au sérieux, et qu'aujourd'hui, des gens finissent, par exemple, l'université, des gens vont finir l'université, tu vas les demander de te reproduire, ne serait-ce que les bases de ce qu'ils ont appris à l'université, ils vont être incapables de faire. Ouais, carrément. Une grande majorité d'ailleurs. Une grande majorité. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas apprendre dans ces conditions-là. Moi, je ne peux pas accuser les jeunes dans ça. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'aime dire, si tu es un jeune et que tu as les moyens, voyage pour aller te former et ensuite reviens t'imposer sur le marché. Ou si tu peux aller dans des facultés, par exemple, dans des universités, par exemple, privées, où au moins il y a le minimum qui est respecté, vas-y. Moi, par exemple, lorsque j'ai arrêté l'architecture et j'ai décidé d'aller entreprendre, dans l'entrepreneuriat, j'ai compris qu'il me fallait des formations. Vous voyez la réalité de l'école, ça rattrape toujours. Ouais. Donc, j'ai décidé de dire qu'il me faut passer un master en management. C'était des exigences. Des exigences. J'ai dit, il me faut passer un master en management pour apprendre à gérer mon entreprise. Sinon, je n'irai pas loin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à fouiller en République de Guinée, où je peux passer une belle formation en management et gestion d'entreprise. Mon cher ami, les programmes qu'on me proposait ne corrélaient pas du tout avec les exigences que je vivais déjà dans mon entreprise. Je ne parle même pas du marché. C'était inadéquat ou bien c'était obsolète? C'était totalement obsolète en fait. Ok. C'était obsolète, c'était des informations qui ne collent pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, je suis manager d'entreprise, je suis nouveau manager d'entreprise, je suis jeune. J'ai besoin de savoir techniquement, comment moi en tant que manager, j'assure par exemple la compétitivité de mes employés vis-à-vis des objectifs. Donc j'ai besoin d'avoir des stratégies. J'aimerais connaître comment est-ce que j'évalue aujourd'hui mon entreprise techniquement. J'aimerais connaître comment, par exemple, je gère ma clientèle, le CRM, le SAV. J'ai besoin de toutes ces informations, mais avec une version plus améliorée, adaptée au contexte actuel. Mais je vais retrouver des informations qui vont traiter, par exemple, des entreprises de 2000, de 1995 et tout. Les revues, par exemple, c'est les dernières revues que tu vas retrouver dans les programmes, c'est en 2005, c'est en 2010. Ouais. Ça ne colle pas. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, j'étais obligé de dire qu'il faut que je passe mon master à l'école de management et d'ingénierie privée de Marrakech. Et puis m'Afrique. Je décide donc, il faut que je passe mon master avec eux, alors que je suis en Guinée. Et après, je commence à m'intéresser à tout ce qui est finance. Parce que la compagnie financière, la compagnie guinéenne des équipements, ce que nous faisons, c'est de la finance. Le leasing, c'est de la finance. Il faut structurer, monter des dossiers. Où j'enlève les compétences pour pouvoir prétendre pouvoir structurer le dossier de crédit d'un client. Il me faut me former. Je décide donc de passer une formation en ingénierie financière. Il n'y a même pas, en fait, dans les écoles. Des compétences que l'école classique guinéenne ne peut pas vous offrir. Ne peuvent pas m'offrir. Donc, j'étais obligé encore avec la même université, les demander qu'il me faut passer un master en ingénierie financière. Et je paye cher. Vous comprenez? Je paye très cher. Donc, je passe donc ma formation. Je vais même là-bas pour soutenir et défendre. Et ensuite, maintenant, j'ai mon master. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui, je n'avais pas les moyens, comment j'allais faire pour étudier? La formation est devenue un grand luxe pour un jeune Guinéen. C'est ça le véritable problème. Si moi, je n'avais pas les moyens, comment j'allais faire? C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de jeunes qui entreprennent, mais ne décident pas de se former. Parce que quand ils évaluent ce qu'ils doivent investir dans la formation, le temps aussi que ça demande et l'énergie, ils préfèrent dire que bon, est-ce que je ne vais pas trouver un cabinet extérieur qui va faire ce travail pour moi? Voici la réalité aujourd'hui de plusieurs entreprises. C'est pourquoi tout le temps, on est obligé de tendre la main, de tendre la main. Ce sont les réalités de notre système. Donc, peut-être pour clôturer cette question-là, ce que moi je peux dire là-dessus, c'est d'interpeller surtout le gouvernement à prendre courage, à investir davantage dans l'éducation. Le budget doit être augmenté. C'est que c'est compliqué de lever des fonds avec les urgences, les charges, les problèmes que l'État a gérés. Je peux comprendre la situation, mais il faut davantage doubler le budget de l'éducation nationale. Parce que c'est un facteur très important. C'est un facteur extrêmement important. Le capital humain est la plus grande richesse, pas les mines. D'accord. Comme vous avez commencé à entreprendre, est-ce qu'à l'époque, vos parents ont cru en vous? Est-ce qu'ils ont soutenu votre démarche? Ma maman m'a beaucoup soutenu. Mais mon père n'était pas très à l'aise avec. Parce que comme vous le savez, les parents aiment que vous terminez les études et venez présenter le diplôme. Mais malgré que j'expliquais que j'allais revenir soutenir en architecture, venir présenter le diplôme ou que j'allais faire d'autres formations, mon père n'était pas très à l'aise. Il dit, pourquoi tu es pressé? C'est vrai que la situation est compliquée, mais tu n'as pas besoin de te battre pour nous maintenant. En plus, c'est vrai que j'ai perdu mon travail, mais je vais avoir un autre travail. Je suis fonctionnaire d'État. Donc, il n'était pas très d'accord avec. Mais ma maman, par contre, m'a soutenu. Et la situation était un peu tendue entre nous. Donc, au début, il ne me comprenait pas. Et ce qui est plus grave dedans,
c'est qu'à un moment donné, vous vous retrouvez confronté à des blocus où il faut appeler les parents pour les demander de l'argent. Ouais, Et tu carrément. entreprends, mais tu appelles les parents pour les demander de te donner de l'argent. Donc la situation est très compliquée. Et quand tu appelles, ton père va te dire, mais toi, je t'ai demandé d'arrêter ton entrepreneuriat. Parce que Ouais. tu entreprends, tu dis que tu es un homme d'affaires, mais tu n'es même pas capable d'avoir 200 000 francs par toi-même. Ça, ce sont les réalités avant. Donc, j'ai vécu ça. D'accord. Et quand vous avez commencé l'entrepreneuriat, vous étiez dans l'informel là. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être dans l'informel à l'époque? Qu'est-ce que vous avez appris en étant dans l'informel avant d'enregistrer d'abord l'entreprise? Dans l'informel, il faut dire que si vous êtes sur le terrain, vous apprenez beaucoup. Vous comprenez mieux les processus, vous comprenez mieux les coulisses. C'est pourquoi, moi, je dis toujours, il faut éviter de commencer par la formalisation. Accepte au moins faire même une année d'informel. Au moins. Au moins, pour connaître comment gérer son activité sans la pression des charges. Parce que quand tu formalises, la charge commence. Dès que tu entres dans un SSCM, tu vas avoir un bureau, tu vas avoir une assistante. Il y a des charges fixes. Alors que dans l'informel, ce sont des charges aléatoires. Donc, dans l'informel, il y a cette expérience-là qui te permet de mieux comprendre ton marché, te structurer et te préparer à supporter des charges. Donc, l'expérience que j'ai eue, moi, véritablement, dans l'informel, l'expérience réelle, c'est surtout de mieux comprendre mon marché. Surtout que moi, j'ai commencé à entreprendre avec la logistique dans les mines directement. Donc, il me fallait faire d'abord un peu d'informel, voir un peu comment je négocie des camions, comment je négocie des contrats, observer comment les gens font et tout. Donc, l'informel m'a beaucoup aidé. Vous conseillez beaucoup plus que les jeunes qui débutent, commencent d'abord par l'informel. Mais est-ce que cette proposition n'est pas en défaveur de l'État? Oui. Et pourquoi je conseille cela dans notre écosystème? Parce que les mécanismes permettant aux jeunes de pouvoir entreprendre directement ne sont pas encore élucidés. Comprenez? Si on était dans un cadre où tout était prêt et que je veux entreprendre, j'entreprends directement en respectant les règles. Mais dans le marché guinéen actuellement, il faut faire très attention quand tu veux te déclarer. Parce que quand tu prends un agrément, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché, tu dis que l'entreprise est fermée. Ouais. Tu dois carrément fermer juridiquement. Si ce n'est pas fermé juridiquement, les impôts vont te taxer même si toi, tu ne travailles plus. Et ça, je ne souhaite pas ça à un jeune. Tu as pris par exemple ton RCCM. Tu as commencé à travailler, mais avec la difficulté, tu as arrêté. Mais toi, tu as juste décidé d'arrêter à ton niveau. Juridiquement, tu n'as pas informé l'État que tu arrêtes. L'entreprise n'est pas encore morte. L'entreprise n'est pas morte pour l'État. Tu continues de fonctionner. Le jour où il y a un contrôle fiscal qui tombe sur toi, on va te montrer les arriérés que tu dois payer. Ou si un jour tu restes à marcher, quelqu'un t'appelle et te dit que je vais te donner un contrat, mais envoie-moi ton NIF ou ton cutus. C'est ce jour-là, tu vas courir, aller à la Direction nationale des impôts et ils vont te montrer qui ils sont. Parce qu'ils vont te dire, ça te fait 4 ans que tu as pris ton RCCM. Toi, tu dis non, mais j'ai pris il y a 4 ans, mais j'ai commencé à travailler il y a 6 mois. Ils vont te dire non, les arriérés, il faut que tu payes. C'est là que tu vas connaître ta douleur. Donc, Tu vas lire l'heure. tu vas te dire que ça aurait été mieux que je reste d'abord informel. Et dès que j'ai un vrai marché, je décide maintenant d'aller me structurer. C'est vraiment dans ce sens-là. Mais, comme je l'ai dit, si des vrais mécanismes sont mis en place aujourd'hui, et l'État même a tout à gagner dedans. Parce qu'imagine-toi que l'État décide aujourd'hui de structurer le marché de l'entrepreneuriat des jeunes. Aider les jeunes à comprendre les modèles, les process, aider les jeunes à créer leurs entreprises, les assister au financement, les assister au développement, les assister même quand ils échouent. Si des jeunes réussissent dans ça, ils ont la possibilité de collecter mieux les recettes fiscales. Ils ont la possibilité d'agrandir l'assiette, d'augmenter la production. Ils ont la possibilité de créer des champions. Donc, l'État gagne beaucoup dedans. Mais sauf que ces mécanismes-là, c'est de l'investissement durable. Et quand c'est durable, il faut prendre le temps. Et aujourd'hui, l'État a des priorités sur lesquelles il ne peut pas prendre le temps. Moi, je comprends parfaitement l'État. C'est comme si vous, aujourd'hui, vous avez un projet. Vous savez que si vous investissez dans le projet sur 10 ans, vous allez vous retrouver avec des milliards. Mais tout de suite, vous avez faim et vous avez un projet illico presto. Si vous investissez là-dedans, vous avez au moins 1 million pour pouvoir tenir face aux charges. La décision est vite. C'est vite répondu. Vous comprenez? L'État fonctionne exactement comme ça. Quand ils finissent de faire l'évaluation, ils regardent quelles sont les urgences qu'on a à gérer pour lesquelles le pays ne peut pas arrêter de fonctionner. Et donc, ils vont mettre l'argent dans ça. Et en mettant donc de côté, au plan secondaire, tout ce qui est développement durable, tel que l'investissement dans les jeunes, dans les entreprises. Parce que si aujourd'hui, l'État décide de créer un fonds national souverain,
et qu'il investit par exemple dans une entreprise, il faut attendre 7 ans minimum pour sortir le capital. 7 ans. Ça, c'est le mandat d'un président, ça. Ça, c'est le mandat même d'un président. Donc, l'État n'a pas forcément des moyens aujourd'hui d'investir énormément de milliards et attendre 7 ans avant de sortir. Ce sont des faits de la réalité. C'est ce qui explique aujourd'hui que l'État ne peut pas, par exemple, décider de mettre beaucoup d'argent dans ça, même s'il y a des efforts, il y a de la volonté, mais il reste bloqué par des autres priorités. Dans le contexte guinéen, il y a quelques conditions, des premiers pas, selon moi, qui sont là. Il y a l'APIP qui est là pour permettre aux jeunes... Aujourd'hui, à l'APIP, aujourd'hui, il y a l'AGIP, qui est l'agence qui s'occupe de tout ce qui est formation. Il y a l'ONFPP aujourd'hui qui existe aussi. Il y a le fonds de garantie de prêts aux entreprises. Aujourd'hui, il y a le FODIP qui existe. Aujourd'hui, il y a le FONIS qui existe. Il y a beaucoup de structures d'État aujourd'hui qui œuvrent pour l'entrepreneuriat. Mais vous allez remarquer que toutes ces structures-là aujourd'hui sont limitées en termes de moyens, en termes d'impact national. Les jeunes pour lesquels même ces structures ont été créées ne connaissent pas l'existence. Ne connaissent même pas l'existence. Moi, j'ai fait une tournée nationale d'orientation et d'insertion des jeunes. De Conakry jusqu'à Zérékoré, j'ai parcouru la Guinée avec mon équipe. Nous avons organisé des sessions, des masterclass, des ateliers avec les jeunes. Chaque fois que je devrais parler des structures de l'État qui peuvent accompagner les jeunes, ils ne connaissent pas. Non seulement ils ne connaissent pas, mais ils ne connaissent pas les mécanismes. Les mécanismes d'accès. Les mécanismes d'accès. Donc ces structures-là ont besoin de se révéler aux jeunes. Il n'y a pas qu'à Conakry qu'on entreprend. Il y a un jeune présentement qui essaie d'entreprendre à Yomou dans l'agriculture. Est-ce qu'il sait qu'il y a un fonds de développement industriel qui existe, qu'on appelle le FODIP, qui finance les projets des jeunes? Il ne sait même pas. Est-ce qu'il sait aujourd'hui qu'il y a un fonds de garantie de prêts aux entreprises? Une jeune dame entreprend quelque part à l'abeille, mais qui n'est pas au courant de ça. Que l'État a créé une structure pour garantir ne serait-ce que son projet, en fait, de lui permettre d'avoir du financement. Ils ne sont pas informés. Donc, ces structures-là ont une part de responsabilité dans le fait de pouvoir vulgariser leurs solutions. Vous avez dit, on ne réussit pas parce qu'on travaille. On réussit parce qu'on a tapé aux bonnes portes. Le travail vient après. Est-ce que ça veut dire que la réussite, dans un premier temps, n'implique pas le travail? Non, pas forcément. Il faut juste comprendre que aujourd'hui, si vous voulez véritablement réussir, vous devrez, et je parlais dans un contexte vraiment guinéen, si vous voulez vraiment réussir en Guinée, il y a un élément que vous ne devrez pas négliger, c'est votre réseau. Okay. Et le réseau, c'est votre capacité à pouvoir fédérer des personnes ressources autour de votre projet. Si vous négligez ce côté, vous mourrez drastiquement. Il n'y a pas un seul entrepreneur que vous allez me citer en République de Guinée. J'ai dit bien un seul entrepreneur que vous allez me citer en République de Guinée qui n'a pas la main de quelqu'un dans le développement de son projet. Au-delà de son travail énorme, il n'y a pas un seul qui peut dire qu'il n'a pas la main de quelqu'un. Il y a toujours un coup de pouce. Ça peut venir de quelqu'un qui est bien placé dans une banque que tu connais. Ça peut venir de quelqu'un qui est particulier ailleurs, un opérateur qui a les moyens qui t'a aidé. Ça peut venir de quelqu'un qui est dans le gouvernement qui t'a pistonné. Ça peut venir de quelqu'un qui est un technicien qui a des informations qui t'a donné, qui t'a permis de grandir. Ça peut venir de quelqu'un qui t'a recommandé. C'est obligatoire. Ça, les bonnes portes. C'est ça, les bonnes portes. Au-delà même du travail, c'est ce qui vient accélérer ta réussite. Je prends l'exemple. Sur plusieurs jeunes que moi je rencontre au quotidien, je suis émerveillé par la qualité des projets. Moi, je reçois beaucoup de jeunes qui me parlent de projets, surtout dans le côté des startups. Tout ce qui est technologie, tech et autres. Les jeunes sont brillants en Guinée. Ils sont brillants. Quand ils me montrent des projets, les logiciels qu'ils ont développés, les applications, j'ai dit, mais c'est incroyable. On se croit là à la Silicon Valley. J'ai dit, mais comment tu fais? Il me dit, ah, grand frère, on a juste besoin de moyens. Mais il ne connaît personne. Et même moi, il est venu vers moi parce que moi, au moins, j'ai une petite visibilité et que je partage quelques tips sur Internet. Donc, il m'a vu, il dit, bon, voici un grand frère au moins qui ne nous tourne pas d'eau. Attends, je vais aller le voir pour lui parler de mon projet. Et il vient, il me présente son projet extraordinaire. Extraordinaire. Sur la période de 2023-2025, j'ai financé 1000 jeunes. 1000 jeunes. Sans fondation. Comment vous avez fait? Mais avec mes ressources personnelles. Avec mes ressources personnelles, tout simplement. 1000 jeunes. 1000. Pratiquement, si on doit vraiment, parce que j'ai demandé à mes équipes de faire une évaluation, on est à 1300, quelque chose comme ça. Quand vous évaluez les finances, par exemple, pour aider un tel nombre de personnes, ça peut aller jusqu'à combien? Bon, ce sont des microfinancements. Ce sont des microfinancements, certains à 5 millions, certains à 10 millions, certains à 50 millions, à 30 millions. Vraiment, ça varie. C'est spontané. Tu me présentes ton projet, je suis très fasciné, je suis intéressé.
je décide de te dire que voici ce que je peux contribuer dans ton projet. Et si on évalue, j'ai dit de la période 2023 maintenant, c'est autour de 1300 jeunes. C'est même pourquoi j'ai mis en place une coopérative de développement durable qui cadre tout ça. Pour au moins avoir un œil sur ces jeunes-là, parce qu'ils sont tellement brillants, je n'aimerais pas qu'ils s'éteignent. Mais je n'ai pas les moyens de lui donner tout ce qu'il faut, parce qu'un jeune peut venir me voir, il a besoin d'1 milliard. J'ai dit, mon frère, je ne pourrais pas. 1 milliard. J'ai dit, je ne peux pas te donner les 1 milliard, mais je peux te donner peut-être 5 000 $. Est-ce que tu es intéressé? Il me dit, c'est vrai que ça ne va pas faire grande chose, mais merci au moins pour l'effort. Je lui donne ça. Il vient me présenter ce projet. Je vais faire par exemple l'agriculture, j'ai besoin de 40 millions. J'ai dit, je n'ai pas 40 millions, hein, mais je peux te trouver 10 millions. C'est comme ça va. Et parfois aussi, j'organise, par exemple, quand nous faisons des séminaires et autres là, et que des jeunes présentent leur projet, on décide de dire qu'on va accompagner. Quel est le plus gros montant que vous avez pu accorder à un jeune? 300 millions. 300 millions. C'était pour quel domaine? Dans le domaine agricole. Ça va pour lui? Oui, ça va pour lui. Il s'en sort bien. 300 millions. Et je n'ai même pas donné avec un taux remboursable et tout ce qu'il y a, non? C'était gratuit. Gratuit. J'ai dit, c'est ma façon pour toi de t'aider. Après, si tu veux me rembourser, tu me rembourses. Parce que si je dois appliquer la règle bancaire, je vais mettre 15%, je vais le demander de me rembourser chaque mois, je vais être exigeant sur des choses. J'ai dit non. Moi, je te donne. J'ai confiance à ton projet, j'ai confiance à ce que tu fais. Vas-y. Ça, c'est ce que je peux faire à mon niveau pour dire que je veux accompagner les jeunes à pouvoir grandir dans leur projet. Ça, c'est ce que moi, je peux faire. C'est un peu la même chose quand, par exemple, tu es venu me voir avec ton partenaire, tu dis qu'on veut organiser un événement, voici. J'ai dit, je prends 90 tickets. C'est spontané. Parce que j'aime voir les jeunes entreprendre. J'aime les voir faire quelque chose. Je n'aime pas que les jeunes restent assis. J'aime que tout le monde, on se débat et puis on bouge et tout. Donc, quand je gagne un peu, ce qui me revient là, quand tu viens me voir et que j'ai de l'argent, je te donne. Mais aussi, il y a beaucoup qui sont venus me voir, je n'ai pas donné. Ça, il faut aussi le préciser. Énormément. je me rappelle même qu'il y a un jeune, je crois, il a tenté de m'appeler. Je ne sais pas qui a donné mon numéro. Il m'a appelé. Je n'ai pas décroché le téléphone. Vu que je suis très surchargé d'ailleurs, je n'ai pas décroché. Il m'a envoyé un message. Il dit, j'ai entendu que vous avez aidé beaucoup de mes amis, mais moi, vous me négligez. Il a appris l'information d'ailleurs. Il a appris l'information et il était tombé sur quelqu'un qui avait même eu l'aide de moi. Je l'ai dit ce jour-là que je suis non seulement débordé, mais je n'ai même pas d'argent. J'ai dit ça, il faut le comprendre. J'imagine son désespoir. Son désespoir. Et j'imagine si aujourd'hui, nous arrivons à mettre en place un cadre réglementaire d'accompagnement et de financement, ça va aller. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi souvent vous voyez certains jeunes dire que Monsieur Billy, on aimerait par exemple que tu sois à une direction étatique de l'État où vous avez la possibilité de nous accompagner plus ce que vous faites. Ouais. Vous Parce voyez? que quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui t'aide, qui n'a que 10 000 francs, qui n'a que le 10 jour 000 où il aura 100 et millions, effectivement, il pourrait justement t'aider. J'ai dit ce n'est pas forcément l'objectif. J'ai dit à mon niveau déjà, ce que je gagne, je continuerai toujours d'investir en vous. J'ai dit, mais le plus important, ce n'est pas que je sois à ce poste. Le plus important, c'est surtout qu'il y ait un cadre qui se crée, que même avec ou sans moi, que vous ayez accès au financement. Et aujourd'hui, les jeunes en ont besoin. Le nombre de messages que je reçois quotidiennement, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez sur ma page, il y a un mail qui est là. Le nombre d'emails que je reçois des jeunes avec des projets structurés organisés, si j'avais la possibilité de mettre en place un fonds, même avec $1 milliard, moi, j'allais faire pour les jeunes en Guinée. Si j'avais la possibilité de le faire. Il y a du potentiel en Guinée. Je vous assure, le jour où l'État va accepter mettre en place un fonds souverain, mettre des outils comme on l'a toujours recommandé, parce que moi, j'ai écrit toute une proposition stratégique pour déposer au ministère de l'Industrie. Ça n'a pas été pris en compte. Vous avez déposé? J'ai C'était en déposé. quelle année? Juste quand Dr Yaka était là. J'ai fait une proposition stratégique, j'ai envoyé, je ne sais même pas si elle a reçu, parce que souvent, les dossiers se limitent et tout. Mais on a fait une proposition stratégique. On a dit de mettre en place le programme national de structuration des entreprises, qui est un programme stratégique qui vise à aider tous les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat à comprendre le mécanisme de mise en place d'une entreprise. Vous allez dire aujourd'hui à un jeune, va te formaliser. Il est dans l'informel. Il y a des jeunes dans l'informel qui gagnent 50 millions par mois en Guinée. Ouais, ils sont plus nombreux que ceux qui sont formalisés. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont formalisés. Tu vas dire à ce jeune-là, va te formaliser. Il va te dire, si je me formalise, je dois payer l'impôt. Pour lui, payer l'impôt, c'est donner l'argent à l'État. Alors que non, payer l'impôt, c'est augmenter ta cote valeur devant les investisseurs. Ça change la lecture du jeu. Tu vas dire à un jeune aujourd'hui, il faut ouvrir un compte bancaire, tu fais passer l'argent par la banque. Il dit, je mets l'argent à la banque, si je veux pour faire un il dit 5 millions. Il n'y a pas de cash dans le pays. Alors qu'il oublie que les flux bancaires qui vont se tracer sur son compte sont
c'est une solvabilité pour son dossier de crédit. Tu vas lui dire, il faut signer des contrats dans tout ce que tu fais. Il faut formaliser, il faut avoir un juriste qui t'accompagne. Tu dis, les juristes, là, c'est pour juste venir me fatiguer avec leurs paroles. Ils sont trop théoriques, n'importe comment. Moi, je m'en fous de ça. Alors qu'il oublie que le juriste va lui protéger. Il peut signer des contrats qui peuvent faire en sorte qu'il perde tout ce qu'il a. Donc, le narratif change par rapport à ce programme national de structuration. Donc, on a demandé qu'on mette ça en place et qu'une fois que ce programme est mis en place, qu'on ouvre un guichet unique qui va traiter donc les informations. Et ce guichet va avoir des représentations dans les 33 préfectures de la République de Guinée. Et comment ce guichet va être financé? J'ai même travaillé sur la politique. J'ai dit pour que le guichet puisse être financé, il faut juste prévoir, même si c'est 0,5%, est-ce que vous comprenez, des fonds alloués au développement durable que les mines mettent à la disposition de l'État. J'ai dit même 0,5%, vous prélevez, vous mettez à la disposition de ce guichet. Je dis ces fonds vont permettre aux experts qui vont piloter les antennes de ce guichet en République de Guinée d'organiser quotidiennement des ateliers afin d'appeler les jeunes qui sont dans l'informel, dans nos préfectures, qui ont des boutiques, des magasins, des entreprises et qui génèrent 100, 200 millions, de comprendre l'importance de se structurer. Et derrière, en l'espace, parce que j'ai mis aussi la prévision de ce que ça peut faire dans le portefeuille de l'État, j'ai dit en l'espace de 2 ans, 3 ans, l'impact de ce programme va jouer drastiquement, au moins à 5%, va jouer à 5% en termes de production sur la capacité de récupération fiscale de notre pays. J'ai dit, mais si vous ne mettez pas en place ce programme, on va toujours continuer à avoir des jeunes qui sont dans l'informel et qui continuent de juger l'informel. Et ça, c'est contre l'économie nationale. On a fait donc la proposition et on a déposé, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu mon retour dessus. Ensuite, j'ai fait une autre proposition. J'ai demandé qu'on transforme, par exemple, le FONIGE en une société anonyme. Okay. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, c'est un établissement qui n'est pas anonyme. J'ai dit qu'il faut que ce soit une société anonyme avec conseil d'administration. L'objectif, c'est de permettre au FONIGE de lever des fonds à l'international selon les standards des sociétés anonymes, se faire financer et en retour financer les jeunes. Okay. Moi, j'ai discuté avec l'un des responsables du FONIGE. Il m'a dit clairement que leur budget est très limité. Il me dit qu'ils n'ont même pas un budget qui va au-delà de 5 milliards pour pouvoir accompagner les jeunes. Alors que s'ils sont sociétés anonymes avec les garanties de l'État, ils peuvent lever au moins même 2 millions de dollars, ça fait 20 milliards. Imagine-toi ce que ça peut faire dans le portefeuille des jeunes. J'ai aussi fait une troisième proposition de mettre en place ce qu'on appelle le Fonds national de garantie pour les entreprises. Ils m'ont dit qu'il y a déjà ce fonds qui existe. J'ai dit l'impact de ce fonds reste très petit à cause de sa taille financière. J'ai dit donc il faudrait que ce fonds ait une représentativité dans tous les 33 préfectures à travers un guichet. Et que toutes les mairies aient une obligation d'allouer 1% de leur budget ou 0,5% de leur budget à ce fonds qui est destiné pas à financer les jeunes mais à garantir le projet des jeunes. L'argent ne sort pas, ça reste avec vous. Mais vu qu'il y a un mécanisme derrière qui permet au fonds de garantir, les banques donnent l'argent. C'est ça l'intelligence financière. J'ai fait aussi la proposition. Ce n'est pas passé. C'est dans le même document? Toujours dans le même document. J'ai aussi fait une autre proposition. Pour vous dire que je ne me contente juste pas de financer, de faire des formations, d'entreprendre. Je me contente aussi de faire des propositions stratégiques à l'État. J'ai aussi fait une autre proposition. J'ai demandé qu'on mette en place ce qu'on appelle le programme d'accompagnement structurel des jeunes. En mettant dans un guichet unique ou dans un programme unique, banque, Confédération guinéenne des entreprises, c'est-à-dire le patronat et l'État. Les trois réunis dans un même boucle, ils vont faire coup de pression sur les banques en les demandant d'avoir un quota de fonds alloués aux entreprises en phase d'amorçage, un quota en phase de développement, un quota à la vitesse de croisière. Donc, si aujourd'hui les banques se contentent de financer que l'opérationnel, parce qu'en Guinée, les banques ne financent que l'opérationnel et le développement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une activité qui marche bien et tu as des garanties, tu viens, on te finance. Donc, en ce qui concerne vraiment le démarrage, ce n'est pas trop le problème des banques en Guinée. Okay. Donc, si aujourd'hui on met en place ce programme structurel qui va être derrière garanti aussi par l'État et le patronat guinéen, les banques vont accepter avoir un quota défini. Si dans toutes les banques on a cette obligation, minimum une banque pourrait au moins accompagner 1000 jeunes l'année à travers ce fonds d'amorçage. Ça veut dire que
le stock de 8 millions de jeunes qu'on a commence à se convertir en entrepreneurs dynamiques. Et derrière, j'ai demandé de mettre en place un programme national de formation d'excellence pour les jeunes. Ce programme qui aura pour objectif de financer les jeunes stratégiquement afin d'aller apprendre des compétences techniques et pratiques à l'immédiat. Ce n'est pas des programmes de formation sur 2 ans. Ce sont des programmes de formation sur 6 mois, 12 mois. Tu apprends une compétence technique concrète et puis tu reviens servir ta nation avec. Ça peut se faire juste avec la Côte d'Ivoire aussi, le Sénégal, le Maroc, le Kenya. Ça peut se faire avec le Rwanda, des pays où on a des filières qui sont plus ou moins bien développées. Les jeunes vont aller apprendre des compétences techniques spontanées. Sur le champ. Sur le champ. Ce ne sont pas des programmes académiques longs. Ce sont des programmes techniques sur le champ. Par exemple, la coiffure, la restauration, par exemple, tout ce qui est cordonnerie, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est conduite d'engins lourds. Vous voyez, des activités spontanées comme ça. Donc, pour les jeunes qui ne voudront pas entreprendre, automatiquement, ils vont se diriger vers ce stock. Et donc, on peut mettre en place également un département qui pourrait s'occuper de ça. Et le financement est très peu aussi. Parce que ce sont des programmes qui se financent entre 500 à 1000 $. Donc, on définit un quota par an des jeunes que nous allons justement expédier. Ces formations peuvent se faire aussi ici. Si on pense qu'envoyer les jeunes peut revenir plus cher. Il y a des cabinets spécialisés en Guinée qui forment excessivement bien aussi dans ces domaines-là. Donc, des partenariats sont tissés et des jeunes en question vont accepter de pouvoir s'aligner à ce process-là. J'ai fait aussi cette proposition. Ce n'est pas passé. Ça nous fait aujourd'hui pratiquement 5 propositions que je viens de détailler qui pourraient drastiquement changer la vie des jeunes et les permettre de pouvoir être intégrés à la vie active. Mais je n'ai pas eu de retour. Peut-être que Madame la ministre n'a pas forcément vu mon dossier. Peut-être c'est ou passé que ça s'est par limité. la mauvaise main. Ou peut-être que, voilà, il y a aussi beaucoup d'obligations, je ne les en veux pas. Mais j'ai quand même fait des propositions. Et je ne vais pas arrêter, je continuerai à faire. Il y a eu un remaniement. Donc, il y a de nouveaux ministres, certainement qui veulent avoir de l'impact. Donc, je vais aussi faire la proposition et je verrai ce qu'ils feront. En tout cas, c'est bien, c'est humanitaire parce que souvent les entrepreneurs, on dit que les entrepreneurs sont des égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Mais vous, au-delà de ces idées reçues-là, vous pensez à tout le monde, vous pensez aux plus jeunes, aux gens qui n'ont pas l'opportunité d'avoir accès à telle ou à telle chose. Est-ce que pour vous, la réussite, c'est d'abord une question de chance ou bien une question de travail? Les deux, pour moi, c'est hybride. Ça commence par quoi? Ça commence naturellement par le travail. Par le travail? Par le travail. Pour moi, ce que j'appelle la chance, c'est ce qu'on appelle généralement la baraka. Chez nous, on appelle ça la grâce. Vous croyez à la bénédiction? Je crois énormément à ça. À la bénédiction? Ouais. Vous pouvez avoir les compétences. Vous pouvez avoir l'intelligence. Vous pouvez avoir le bon projet. Mais vous n'avez pas la petite grâce pour rencontrer la bonne personne afin de pistonner le projet. La petite clé. C'est une petite clé qui ne vaut que 0,001% dans le développement du projet d'un homme. Et cette grâce-là ne s'obtient que par la prière et la bénédiction des parents. Moi, je crois énormément à ça. Moi, je suis quelqu'un de chanceux. Mais si c'est la prière, moi, j'estime que énormément de jeunes bénéficient largement de la prière des parents dans tout ce qu'ils entreprennent. Donc, si c'était la prière qui pouvait aider les gens à réussir, j'estime que tous les jeunes Guinéens ou Africains... J'ai dit que c'est 0,001%. Et j'ai commencé ici par expliquer quelque chose de très essentiel. Quand on veut entreprendre, le plan à suivre. J'en ai développé sous 10 étapes. Et après cela, il faut avoir beaucoup d'abnégation et de courage de continuer à entreprendre. Maintenant, j'ai dit une fois que toutes les conditions sont réunies, tu as travaillé comme un acharné, tu as besoin de cette petite chance pour rencontrer la bonne personne. Je donne un exemple. Tu as fini de mettre en place ton projet. Tout ce qu'il faut. Tu arrives à la dernière étape où tu dois recevoir, par exemple, un financement d'$1 million. Tes dossiers, tout est bon et tout. Vu que tu n'as pas la chance, le jour-là, par exemple, il y a une grève. Le comité n'a pas eu lieu. Ils ont reporté ton dossier. Ou bien tu sors en pleine manifestation, on te tue. Ou tu sors en pleine manifestation, tu es blessé. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a ces petits trucs-là qui peuvent changer tout dans la vie d'un homme. Et moi, je prie toujours qu'il y ait cette chance-là qui m'accompagne. Parce que, en vérité, ça change tout. Donc, moi, je pense que la chance et le travail, c'est un format hybride qui aide beaucoup. Est-ce que quitter la maison familiale a un impact sur la réussite d'un jeune entrepreneur? Oui, ça a un impact très positif. Il faut quitter très tôt.
Ouais, moi, dès que j'ai eu le bac, je suis venu à Conakry. Je n'étais plus dans la maison familiale. Et c'est une façon de quitter la maison familiale. Parce que déjà, à partir de la 11e année, moi, je voulais quitter. Pourquoi? Parce que tu as des idées, tu veux entreprendre, tu veux te débrouiller par toi-même, mais tu es sous le couvert des parents. Les parents ne te protègent pas, les parents ne te surveillent pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils te protègent. Et derrière, ils s'inquiètent pour toi. Quand tu viens dire, par exemple, à ton père que je décide de prendre la mer pour aller aux États-Unis, il va te dire non, qu'il ne veut pas. Même si tu dis à tes frères, tes oncles, ils vont crier, ils vont te dire non, ce n'est pas bon. Mais peut-être si tu réussis, si ne serait-ce que 1% que tu réussisses, que tu arrives aux États-Unis, tu commences à travailler, Dieu te fait grâce que tu investis là-bas, que ça bouge pour toi, que tu deviennes millionnaire. Juste ne serait-ce que 0,1% que ça marche. Tu avais eu raison. Est-ce que vous comprenez? C'est peut-être pas forcément le bon exemple parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Je prends un autre exemple. Tu décides de dire, par exemple, à ton père que tu veux entreprendre. OK. Tu décides de dire, je vais dire quelque chose de très controversé. Tu décides de dire à ton père, par exemple, que tu vas ouvrir un motel. Là, c'est controversé. Ton père va te dire directement ce qui se passe dans les motels. Il va te dire, c'est pas sérieux, c'est pas quelque chose qui est blablabla. Bla, 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 bla. Mais derrière l'idée du motel, il y a d'abord l'immobilier que tu veux faire. Que moi, en tant qu'investisseur, je regarde. Mais ton papa, lui, il a regardé quoi? Il a regardé le côté charnel du projet. Moi, j'ai regardé le côté patrimoine du projet. Donc, les parents, généralement, regardent le côté charnel d'un projet. Et ils se disent que ce n'est pas bien fait, ce n'est pas fait pour toi. Donc, si tu te mets là-dedans, tu peux te créer des problèmes. Alors que derrière un entrepreneur, regarde le côté patrimonial. Vous imaginez la première personne qui a décidé de créer les préservatifs, comment il a été confronté à des injures? Ou la première personne qui a décidé de dire qu'il va créer, par exemple, les cotons pour femmes, quelles sont les insultes auxquelles il a fait face? Ou vous imaginez aujourd'hui même on est dans des cas où on est en train de créer aujourd'hui des robots sexuels. C'est controversé, mais de malade. C'est surtout l'aspect religieux qui fait ça. Mais surtout l'aspect religieux qui fait ça. Mais n'oublions pas quelque chose. C'est vrai que c'est controversé. L'aspect religieux nous empêche de le regarder. Mais côté patrimonial, ces entreprises font des milliards. Donc, on va se dire peut-être que ce sont des milliards sales. Des milliards sales? Des milliards sales qui sont achetés par des consommateurs qui prient, qui vont à la mosquée, qui vont à l'église. De l'argent sale, pour vous, ça existe? Oui, ça existe. L'argent sale. Oui, lorsque c'est gagné malhonnêtement, c'est ça l'argent sale. C'est tout. Hein. Peut-être ça dépend de la définition que chacun octroie à la saleté de l'argent. Il y a des choses qui sont malhonnêtes. Comme quoi? Mentir, c'est malhonnête. C'est tout. Il n'y a pas demi-mesure à ça. Mentir. Si c'est mentir, là, ça devient... On peut le prendre dans un cadre beaucoup plus global. Je te prends un exemple. Je te dis par exemple que j'ai un iPhone 17 à te revendre à 3 millions. Mais c'est un reconditionné, c'est un iPhone X. Tu me donnes les 3 millions, je te donne l'iPhone 17. J'ai eu l'argent, non? Je fais le coup, par exemple, à 1000 personnes. Je fais 3 millions fois 1000 personnes. J'ai gagné un pactole d'argent. Mais derrière, qu'est-ce que j'ai fait pour gagner cet argent? C'est ce qu'on appelle l'argent sale, c'est tout. Sinon, c'est pas que... Est-ce que ce n'est pas une pratique commune à la majorité des entrepreneurs déjà? Non. Moi, je suis pas très fan de ça. Parce que il y a énormément de difficultés derrière l'entrepreneuriat que nous faisons pour qu'on puisse l'assimiler à une fraude. Laissez-moi être clair avec vous. Si quelqu'un veut frauder, il va frauder. Surtout dans notre contexte. Surtout dans notre contexte. Si tu veux voler, tu vas voler. Surtout dans notre contexte. Donc, ceux qui travaillent durement pour avoir leur argent, qui essaient de mettre en place des produits et des services, qui communiquent matin, midi, soir, pour que des gens achètent légalement leurs produits et qu'ils dérivent des services comme il faut. Il faut en fait... Il faut les encourager. Les encourager, il faut reconnaître le mérite qu'il y a derrière. Donc, s'il y a des gens derrière qui font du n'importe quoi, afin de pouvoir justement gagner leur argent, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, effectivement, oui, il y a de l'argent sale, il y a de l'argent propre. Mais l'argent propre, pour l'avoir, c'est hyper difficile. Très difficile. Très, très difficile. Alors que l'argent sale, il faut juste avoir une petite dose d'intelligence, mettre en place quelques petites stratégies, et puis ça rentre à flot. Mais la fin, on connaît comment ça se passe toujours. On a vu le dossier Epstein. Qui est un dossier d'ailleurs très crucial aujourd'hui, au point où certaines juridictions disent que ça relève d'un contexte international qu'il ne faut pas juger localement.
Vous voyez? Donc, ce sont des choses aujourd'hui qui se passent. Et lorsqu'on regarde ça, on se dit, il vaut mieux se contenter de ce qu'on est en train de bâtir dignement et bien, en fait. Parce que le monde est très bizarre. Donc, je préfère ici souffrir dans ce qui est bon, mais que ça soit durable demain pour mes enfants, que de souffrir dans ce qui n'est pas bon et que ça ne soit pas durable pour mes enfants. D'accord. Selon vous, à quel moment un jeune entrepreneur doit se marier? Il n'y a pas forcément un délai à ça. Tu te maries lorsque tu te sens prêt. Et ça n'a rien à voir avec ton projet. Moi, je pense que je suis l'un des rares Guinéens à conseiller aux jeunes de se marier très vite. Trop tôt. Très vite. Je suis l'un des rares Guinéens parce qu'aujourd'hui, je remarque que les jeunes Guinéens prennent énormément de temps avant de se lancer dans le mariage. Prennent énormément de temps. C'est pas bien? C'est pas bien. Pourquoi aujourd'hui les jeunes font cela? Parce que les femmes sont devenues en quelque sorte un poids et non une solution. Et cela aussi se fait par la mauvaise décision des jeunes. Je suis jeune, je n'ai pas grand moyen. Quand je me marie, je choisis une femme qui a la même vision que moi, qui n'a pas aussi les moyens. On se comprend mieux. Mais je suis jeune, je n'ai pas les moyens. Je sors par exemple avec une femme qui a des standards où il faut qu'elle dépense 10 millions par mois. Pas parce que c'est beaucoup d'argent pour elle, mais c'est ce qu'il faut pour qu'elle soit à l'aise en termes de stresser, se rendre belle, chaussures, esthétiques, tout ce qui va avec. Ses besoins, en fait. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle les charges exclusives pour elle? C'est 10 millions. Toi, tu ne touches même pas 1 million. Tu forces à rentrer dans une relation comme ça, elle t'accepte. Tu pleures que la fille est matérialiste. Non, elle n'est pas matérialiste, c'est toi qui ne connais pas ton genre. Alors que si tu regardais peut-être à gauche, tu aurais pu voir Noaï. Mais est-ce que le why là aussi, c'est ton genre? Tu aurais pu voir Noaï. Noaï qui est ton genre parce qu'elle, elle a peut-être des charges à 50 000. Parce que ça existe. Avec 100 000 francs, elle est à l'aise. Elle n'a pas besoin de plus. Et ça rentre parfaitement dans ton budget. Tu lui dis que tu l'aimes. Tu es honnête et tu l'expliques tes finances. En toute humilité, elle décide d'être avec toi. Tu la respectes. Tu es fidèle. Tu es sérieux. Et ensemble, vous décidez d'entreprendre le voyage de la vie. Tu dis, j'aimerais donc qu'on se marie pour faire en sorte que tout ce que nous allons gagner soit bâti durablement. Tu dis, il n'y a pas de problème. Tu as été honnête avec elle. Elle a été honnête avec toi. Ce n'est que sous cette base que c'est parti. Et derrière, dans l'aventure, il y a des hauts et des bas. La capacité à pardonner devient cruciale. Si à chaque erreur, tu dois penser à changer pour aller prendre une autre personne, tu n'es pas prêt pour l'aventure du mariage. Moi, je suis marié. C'est des hauts et des bas. Est-ce que vous comprenez? C'est aujourd'hui 5 ans de vie commune quand même. Mais on s'est marié en 2024. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est 5 ans de vie commune. Donc, on a accepté se dire ensemble que nous allons jusqu'à la mort. Et que quand ça va être compliqué, difficile, on va tenir bon. On va se pardonner mutuellement et on va avancer. C'est comme ça marche en fait une relation basée sur l'amour et le respect. Quand ce n'est pas ça, il faut accepter que ça n'ira pas loin. Pour moi, c'est ça mon concept. Donc, je fais partie de l'un des rares Guinéens qui va dire à un jeune qui a par exemple 24 ans, je lui dis, si tu as la possibilité de te marier et que tu as trouvé la bonne femme, surtout ton genre, qui comprend tes finances, qui comprend tes ambitions, qui comprend ton budget, ton mode de fonctionnement, qui sait que tu dois investir, et derrière aussi, tu comprends son mode de fonctionnement, sa façon de faire, et que tu sais que ce qu'elle peut avoir besoin, tu as la possibilité de régler, que vous avez un consensus là-dessus, mariez-vous, il n'y a pas de limite. Ok. Mais est-ce que c'est pas plus facile à dire dans le discours, mais dans la réalité, c'est totalement différent? Parce que tu vas trouver une femme aujourd'hui qui te correspond. Il y a la correspondance, vous vous êtes parlé, il y a eu de l'honnêteté. Mais plus tard, on sait que les femmes sont hyper gammes. Elle va avoir quelqu'un qui gagne mieux que toi et elle part. Ça s'appelle la trahison, ça existe dans la vie. Si tu es trahi, pleure et avance. Dans ce genre de situation, un entrepreneur qui veut aller loin, ça peut le briser et peut-être que ça peut avoir un impact très négatif sur son... Ce sont les coûts essentiels de la vie qui vont te permettre de pouvoir mieux te ressourcer et avancer vers ta destinée. En fait, c'est ce qu'on doit comprendre. Ce n'est pas parce que je décide de me mettre aujourd'hui en couple avec une femme que je vais directement projeter qu'elle va me trahir. Peut-être même que c'est toi qui vas trahir cette femme. Il y a beaucoup de cas d'exemples quand même.
des hommes en Guinée, que des femmes ont soutenus jusqu'à ce qu'ils aient des moyens. Après, ils ont laissé ces femmes-là. En Guinée, Partout dans le monde, quand on regarde dans les statistiques, c'est beaucoup plus les femmes qui... il n'y a pas de statistiques correspondant à ça. Il n'y a pas une statistique qui le dit clairement, ce n'est pas écrit. Sauf si tu as la source, là, il n'y a pas de problème. Je te suivrai. J'en ai plusieurs. Moi, je suis financier, je travaille sur des données chiffrées. Il faut que ça soit concret pour que je l'accepte. Aujourd'hui, il n'y a pas un chiffre qui dit que c'est les femmes qui trompent plus que les hommes. Mon cher, la réalité est telle que les hommes même peuvent être devant cette bêtise-là. Ça, c'est la réalité qu'il faut comprendre. Les hommes peuvent être devant cette bêtise-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes qui maltraitent aujourd'hui leurs femmes, pas maltraiter, frapper et tout, mais qui ne prennent pas au sérieux. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que ça existe aussi du côté des femmes. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des coups de la vie. S'il y a une trahison qui intervient, tu pleures, tu avances. Moi, ce que j'ai dit, il faut tous se donner une seconde chance. La bonne personne viendra, quoi. Mais si Dieu merci que tu tombes sur la première personne et que c'est la bonne personne, tu es chanceux. C'est de cette chance-là, justement, on parlait tout de suite, c'est ta grâce. Mais peut-être que dans l'histoire d'une autre personne, la personne doit être trahie 3 fois. C'est aussi son histoire. Certains, c'est 10 fois. Certains, c'est 2 fois. Chacun son histoire. Mais on ne se base pas sur ça pour dire qu'on ne se marie pas vite. Parce qu'aujourd'hui, la mentalité est devenue telle que je me marie que quand j'ai les moyens. L'argent est un faux indicateur du mariage. Mon cher ami, l'argent est un faux indicateur du mariage. Si tu projettes ton mariage sur l'argent, tu vas prendre des décisions qui ne correspondent pas au mariage. Et là, je t'explique clairement et stratégiquement. Lorsque tu décides de te marier, la première des choses à faire, c'est de trouver la femme qui correspond à toi dans les pires moments de ta vie. Les pires moments. Pas les bons moments, c'est les pires moments. Tu choisis ta femme en fonction de tes pires moments. C'est ce qu'elle doit être prête à supporter. Et tu dois être capable de la supporter dans ses pires moments. Une fois que vous avez levé cet équivoque, et l'équivoque se lève comment? Dans une discussion franche et honnête, il faut être capable de discuter avec sa chérie. Dire clairement les choses telles que ça doit être. Et la discussion ne doit pas se porter que sur le côté sexuel, parce que c'est vraiment ça le focus des jeunes dans notre pays. Le côté sexuel, oui, mais après sur le côté financier, sur le côté gestion des ressources, sur le côté réflexion, compréhension, tolérance. Vous devrez parler de tout ça. Jusqu'à quel niveau tu es capable de tolérer mes erreurs? Mais en parler clairement. Parce que le jour où ça va être compliqué, vous allez rappeler cette discussion qui devient en fait votre constitution comme un couple. Et c'est ainsi que vous allez prendre une décision correcte de pouvoir vous marier. Une fois que cela est fait, vous devrez être honnête vis-à-vis l'un de l'autre. L'honnêteté, c'est la fidélité, c'est le respect, c'est l'amour. Si je suis avec toi et que quelque chose me dérange, je dois te dire, je ne cherche pas à trouver des solutions par moi-même. Moi, ma femme me l'a toujours dit. Quand quelque chose ne te plaît pas dans notre couple, il ne faut pas te taire là-dessus pour trouver des solutions ailleurs. Par exemple, je prépare pour toi, tu n'aimes pas. Ne dis pas que tu ne vas pas me blesser, tu vas aller trouver la nourriture ailleurs. Dis-moi que tu n'aimes pas. Et je change. Tu vois, cette façon-là, aujourd'hui, beaucoup d'hommes dans leur foyer, on va par exemple cuisiner pour eux. Ils n'aiment pas, mais pour ne pas paraître désobligeant, ils vont aller dehors manger et puis se taire là-dessus. Tu es dans ça depuis 1 année, tu ne manges pas bien chez toi à la maison. Moi, ma femme m'a dit non. Quand tu quittes au boulot, tu rentres chez toi, tu dois manger comme un roi. Si ça ne te plaît pas, tu me dis. Et c'est la même chose aussi avec elle. Si je fais quelque chose qui ne te plaît pas, tu me dis. La communication, c'est important. Cette communication, et ce n'est pas juste une communication de dire non, c'est une communication, parfois ça peut se faire à chaud. Mais après, on revient sur de meilleurs sentiments. C'est comme ça s'organise. Je ne voudrais pas être coach dans tout ce qui est question matrimoniale, mais je voudrais juste mettre en avant le petit côté aujourd'hui qu'on est en train d'oublier et mettre l'argent devant. L'honnêteté dans la relation, le vrai dialogue, la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. On est en train aujourd'hui de mettre ça de côté et prendre l'argent, faire en fait le facteur unique, l'indicateur unique pour pouvoir se marier. C'est ce que moi, en fait, je ne valide pas. Si on veut se marier, on doit accepter d'être honnête, discuter franchement et décider de dire qu'on s'engage. Maintenant, si dans le cours du voyage, ça ne marche pas, ce sont les coups de la vie. Là, chacun en enquête, c'est des réalités et puis on essaie de se repositionner, mais on se repositionne avec les mêmes valeurs. On ne se repositionne pas en disant que je suis intelligent. Non, vu que cette femme-là m'a trahi, toute personne qui vient maintenant, je vais te maltraiter.
C'est pas une vie. C'est comme ça la misogynie commence à. C'est comme ça commence. Et c'est pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui de femmes de plus en plus qui essaient de défendre le droit des femmes et tout. Parce qu'il y a trop de misogynie, en fait. Et par ailleurs, c'est pas quelque chose que moi j'encourage chez les hommes. Il faut qu'on accepte que l'amour, c'est beau. Il faut vivre l'amour, il faut s'aimer, il faut vivre l'instant, en fait. Cette vie est très courte. L'expérience de vie du Guinéen aujourd'hui, vous savez, c'est combien d'années? C'était dans les 40 ans. 45 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu dépasses 45 ans en République de Guinée, c'est une chance pour toi. c'est une chance pour toi. Donc ça veut dire que dès que tu as 20 ans, il te reste 20 ans à vivre. 20 ans, c'est pas juste 2 mandats et puis c'est fini. La vie est très courte. Vivons l'amour autant qu'on peut. Vous travaillez avec beaucoup de profils. Vous travaillez aussi avec des Chinois. Et des Chinois, ce sont des gens souvent qui sont connus pour leur prospérité dans les affaires, surtout dans le contexte guinéen. Pour vous qui avez côtoyé des Chinois, quelle est la différence entre les Chinois et les Africains, globalement, dans le sens des affaires? D'abord, voici la différence énorme qui existe entre les Chinois et les Guinéens dans le domaine des affaires. En première position, le Guinéen va se dire que je me lance parce que si je m'associe, on ne va pas se comprendre avec mes amis, ça va se gâter. Les Chinois disent non, le marché guinéen est fait de telle sorte que si on ne se met pas ensemble, ça ne va pas aboutir. Et quand on verra dans la réalité, ils vont dire par exemple, on a besoin des entrepreneurs pour pouvoir réaliser tel marché. Mais il faut préfinancer à hauteur de 500 millions. Tu es Guinéen, tu es seul. Tu commences à réfléchir où trouver 500 millions par toi-même. Tu n'es pas Superman. Tu vas rencontrer la banque qui te dit je ne te donne pas de l'argent. Elle te dit je ne te donne pas de l'argent. Tu rencontres des partenaires par-ci, par-là, personne ne te donne. Alors qu'à côté de toi, tu peux réunir 10 amis, 50 millions chacun, vous avez les 500 millions. Vous exécutez le marché, ça vous rapporte peut-être 5 milliards. Chacun s'en sort avec 500 millions. C'est ce que le Chinois va faire derrière. Le Chinois va dire, OK, on m'a demandé 500 millions pour préfinancer. Il appelle ses amis. On n'a pas besoin d'avoir confiance à l'autre pour faire affaire avec cette personne. C'est un secret que tout le monde doit connaître aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de te faire confiance pour faire des affaires avec toi. C'est pourquoi le droit existe. Si le droit n'existait pas, j'allais exiger que, obligatoirement, il faut que mon corps t'accepte. En entrepreneuriat ou dans les affaires, le facteur confiance, c'est relatif. C'est très relatif. Si je veux entreprendre avec toi, je m'assure que toi et moi, nous ayons des documents sous lesquels les termes sont définis, qu'on ait signé toi et moi, et que si on ne se comprend pas, c'est l'État qui tranche, un juge. Donc, c'est ce que le Chinois va faire. Il va appeler ses amis, même s'il n'a pas confiance à ses amis. Il va leur dire, bon, il y a un marché, c'est 500 millions qu'on demande, on a 5 milliards à la fin de l'exécution du marché. Donc, chacun met 50 millions, on est un homme de 10, on crée un consortium. Est-ce que vous êtes intéressé? Naturellement, ses amis vont dire oui. Ils s'associent. Chacun va produire. Donc, là où tu devrais trouver 500 millions, tu trouves maintenant combien? Tu trouves 50 millions. Donc, vous avez les 500 millions, ensemble, vous réalisez. Et avant de rentrer dans la réalisation du projet, vous signez des documents. Qui est le chef? Qui fait le contrôle? Qui suit? Qui fait tel? C'est défini dans le document. On n'a pas besoin de se faire confiance. Une fois que l'argent va rentrer, on partage comment? C'est écrit dans le document. À partir de quel délai? C'est écrit. Et c'est daté. C'est ce document que vous envoyez chez un notaire, vous notariez, point, et puis vous engagez. Une fois que vous avez fini de réaliser le marché, vous ouvrez juste le document, c'est écrit. Ce que chacun avait signé, on applique. Et ils vont reprendre le même process de projet en projet. Et un jour, ils vont se dire, créons donc une entreprise parce que maintenant, on a la possibilité de travailler ensemble. C'est ce qui fait la différence entre les Guinéens et les Chinois sur le marché. C'est pourquoi ils ont plus de marché, ils ont plus de force. Moi, je travaille avec eux. Il n'y a pas des gars bosseurs que ceci-là. C'est des gars qui travaillent. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de nuit. All time. Tout de suite, j'appelle mon partenaire chinois. Même si c'est 0 heure, je lui dis, j'ai besoin de tel. Il se lève, il s'assoit, il commence à bosser. Il n'y a pas de limite. On a décidé de travailler, on travaille. Alors que nous, c'est compliqué. C'est compliqué. Les process, l'administration est lente, les choses retardent. Voici des choses qui nous différencient des Chinois aujourd'hui. Donc, si on adopte véritablement la mentalité des Chinois, ça va aller. Il y a quelque chose d'extraordinaire sur les Chinois. Ils acceptent ne pas faire des choses pour paraître. Okay. Tu es aujourd'hui Guinéen, tu décides d'investir. Il faut que j'ai une voiture.
pas pour me déplacer. Il faut que j'ai une voiture pour flamber. Je dois avoir un photographe. Il faut que j'ai un photographe, il faut que j'ai un bureau ultra luxueux. Tu démarres, tu n'as pas les moyens. Il faut que j'ai des habits chers, des vestes extraordinaires que je vais commander de l'extérieur là-bas. Il faut que j'ai un iPhone 17 Pro Max. Il faut que chaque soir, je sorte pour aller dans des restaurants pour faire ceci et pour ceci. Le Chinois va faire les mêmes dépenses, mais pour d'autres raisons. Il va se dire, il me faut aussi une voiture, mais une voiture pour aller piloter les marchés. Un actif. Donc pour lui, la voiture sert à pouvoir gagner de l'argent. Je dois avoir un bureau parce que je dois recevoir des partenaires. Et ça doit juste servir à recevoir des partenaires. Pas besoin de luxe. Est-ce que tu comprends? Je dois sortir aller dans un resto, oui, parce que je dois impressionner le client pour qu'il achète mon produit. C'est pourquoi tu le vois dans le restaurant. Je dois bien m'habiller, oui, parce qu'aujourd'hui, je vais peut-être dans un colloque ou dans un forum où je dois rencontrer des partenaires. Les raisons diffèrent. C'est cette mentalité-là qu'on devra adopter. OK. Il y a un moment sur les réseaux sociaux, on a appris que M. Billy avait la prétention de devenir ministre de la Jeunesse. Est-ce que c'était vrai que vous avez eu cette prétention à l'époque? Qu'est-ce que vous appelez prétention? Est-ce que vous avez manifesté le désir d'être nominé ministre de la Jeunesse? Je pense que je vais profiter aujourd'hui de votre antenne pour répondre à cette question. Je n'ai jamais eu la prétention de devenir ministre de la Jeunesse en République de Guinée. Et d'ailleurs, pour être plus honnête, si on devrait me proposer un poste ministériel, ce n'est pas le ministère de la Jeunesse que je vais choisir. Je vais préférer aller au ministère de l'Industrie, du Commerce, qui est plus mon domaine de prédilection. J'ai préféré aller au ministère du Plan et de la Coopération internationale. J'ai préféré aller au ministère de l'Économie et du Budget. Ça rentre plus dans mon profil en termes de compétences. Mais pourquoi est-ce que ça revient couramment ministre de la Jeunesse? Parce que je vois. On avait vu une campagne sur la chose. Il y a une très grosse campagne dessus. Des jeunes en ont parlé matin, midi et soir. Des propositions ont été faites dans ce sens-là. Simplement parce que j'incarne aujourd'hui une dynamique. Et cette dynamique, c'est quoi? Je l'ai dit, je finance les jeunes, je forme les jeunes, j'accompagne les jeunes, j'écoute les jeunes, je conseille les jeunes, je forme les jeunes. Et pour être reconnaissant vis-à-vis de moi, les jeunes disent que s'il est à la tête de notre ministère, il peut mieux faire pour nous. Donc, ce n'est pas juste un hasard. C'est le fruit de nombreux efforts que nous avons menés depuis plus de 10 ans dans le cadre de l'insertion des jeunes. Donc, naturellement, je ne suis pas forcément Vous avez aujourd'hui... bénéficié d'une certaine confiance de la J'ai part des bénéficié jeunes. d'une certaine confiance automatique. Donc, naturellement, aujourd'hui, moi, je me considère comme ministre des jeunes. Naturellement. Et je remercie les jeunes d'ailleurs pour cette marque de confiance. Mais je veux simplement les dire que je sois ministre ou non, mon engagement vis-à-vis des jeunes ne s'arrêtera pas. Pas du tout. Je continuerai toujours à être auprès des jeunes, à les accompagner, à les servir. Et si demain je dois être ministre de la Jeunesse, ça va simplement amplifier mes actions. Voilà, mais si je devrais avoir le choix, je préfère être dans un ministère qui corrèle directement avec ma compétence. Nous, on vous connaît beaucoup plus en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui partage ses expériences, les conseils sur les réseaux. Mais récemment, on a vu que vous êtes devenu le vice-directeur de campagne du parti Frondeja. Qu'est-ce qui vous a convaincu, effectivement, à vous lancer en politique? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire de la politique parce que j'ai une conviction. J'ai expliqué que j'ai fait des propositions à l'État dans le cadre de l'accompagnement des jeunes et des PME. J'ai écrit des mémos là-dessus. J'ai demandé à l'État de mettre en place des programmes, de renforcer des institutions, de changer le statut juridique de certaines institutions, de prélever des fonds sur telles ressources et de l'injecter sur les jeunes. Je n'ai pas été écouté. Je me suis dit peut-être que si je prends la décision de faire de la politique, je pourrais mieux m'exprimer afin de faire entendre mes propositions. Et donc, je décide de dire que je vais entrer en politique, mais en faisant quoi? Pas simplement pour aller être un militant, mais pour porter une vision, une réelle vision en faveur des jeunes et des PME pour qui je me bats depuis longtemps. Et c'est en ce sens justement que le Frondeng m'a rencontré
Et ils ont dit, au regard de ce que tu fais aujourd'hui pour les jeunes, est-ce que ça te dirait de travailler avec nous pour renforcer cette dynamique? Donc, ils ne connaissaient pas cette vision que je viens d'expliquer, mais ils me l'ont proposé directement comme s'ils savaient. Et tout bonnement, j'ai dit oui, parce que moi, au-delà de l'aspect entrepreneurial ou politique, je regarde d'abord la vision. Est-ce que c'était justement le bon moment pour vous? C'est pourquoi j'aime dire quelque chose de très essentiel. Il n'y a jamais de bon moment pour faire quoi que ce soit. Le timing parfait n'existe pas. Ce qui existe, ce qui doit exister et existera toujours, c'est est-ce que la vision que tu es en train de poursuivre est en train de se dessiner sur le chemin que tu veux prendre. Et parfaitement avec le Frondec, le chemin s'est dessiné comme ça. Parce que quand ils m'ont fait la proposition d'être vice-directeur national de campagne des élections présidentielles, j'ai tout de suite dit que est-ce que sur le projet de société, on va travailler sur les questions de jeunes et de PME. Ils m'ont dit, mais naturellement, la vision que tu portes aujourd'hui, on aimerait que tu l'impliques dans notre dynamique. Et aujourd'hui, on aimerait que tu participes à cela, pas en tant que simple militant, mais aussi en tant que vice-directeur national de campagne. J'ai vu que j'ai été valorisé, que ma vision va porter en fait dans ce parti. Et vu que ce n'est pas un petit parti, que c'est un parti qui couvre pratiquement toute la République de Guinée, j'ai dit c'est l'occasion idéale pour moi, justement, davantage de faire porter notre voix. C'est en ce sens que j'ai décidé d'être vice-directeur national de campagne. Et je rejoins donc l'équipe du président Abdoulaye, qui est un homme formidable, que je suis et salue déjà au passage. C'est quelqu'un, j'ai vu son parcours, son expérience au compte des institutions internationales, la Banque mondiale en tant qu'économiste de renom, son passage au ministère de l'enseignement supérieur, à travers bien sûr la biométrie qu'il a mis en place pour les étudiants, qui a permis d'économiser des milliards et des milliards qui allaient ailleurs, son passage au niveau de la BCRG, bref. J'ai dit que c'est quelqu'un qui a un profil et qu'on peut véritablement soutenir. Donc, au-delà de l'aspect politique, j'ai d'abord soutenu un technocrate qui est parfaitement le type de modèle aussi que j'aimerais être dans ma vie. Et donc, c'est comme ça, j'ai dit qu'au-delà donc de ma vision de l'aspect politique, cet homme qui est devant mérite réellement d'être soutenu dans son combat. Donc, au-delà de toute opposition, parce que j'ai vu aussi que ça fait beaucoup de bruit, se dire que mais pourquoi est-ce que tu n'as pas forcément rejoint la mouvance, pourquoi est-ce que tu n'as pas rejoint le parti en place? J'ai dit, mais on ne fait pas de la politique de suivisme. J'ai dit, c'est pas parce que je suis avec le président Yoro, ça veut dire que je suis contre le pouvoir en place. Le même pouvoir en place est en train de se battre pour que la Guinée se développe. On se bat pour que la Guinée se développe, mais c'est le même chemin qu'on est en train d'apprêter, on va aboutir au même résultat. C'est la Guinée, enfin. J'ai dit donc, ça ne doit pas s'apparenter comme si j'étais contre eux. Et d'ailleurs, dans le GMD, j'ai beaucoup de partenaires, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de frères avec qui on se retrouve, on cause, on rit tout le temps. Et même pendant la campagne, on se retrouvait, on rigolait pratiquement. Mais l'objectif derrière restait unique. Faire en sorte que le pays puisse avancer. Et c'est dans cette dynamique qu'on est. Donc la conviction politique aujourd'hui ne doit pas être émotionnelle. La conviction politique doit être rationnelle, basée sur des faits. Si on décide d'aller en politique, il faut que les gens acceptent que ce soit derrière une vision, derrière un homme qu'on comprend et surtout derrière une éthique qu'il faut suivre. C'est ce que j'ai retrouvé au Frondec. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller au Frondec. C'est tout. D'accord. Et M. Billy investit beaucoup en Guinée. Est-ce que M. Billy, au-delà de nos frontières nationales, il investit aussi à l'international? Oui, aujourd'hui, on a des bureaux exécutifs dans d'autres pays. On a un bureau exécutif en Chine même. En Chine, ouais. Okay. Everest Holding a un bureau exécutif en Chine parce qu'on importe beaucoup de la Chine, on fait beaucoup d'affaires avec les Chinois. Donc, pour faciliter les opérations, il faut qu'on ait un bureau sur place pour pouvoir travailler. On a un bureau exécutif à Abidjan aussi. Voilà, donc on investit au-delà de nos frontières au jour d'aujourd'hui et on compte encore le faire plus. Avec l'État à venir, nous allons mettre des filiales, des succursales dans plusieurs pays où nous pensons qu'il y a de l'intérêt. Tant qu'il y a des mines, tant qu'il y a des ressources, tant qu'il y a des équipements, nous serons là. D'accord. Quelles sont les leçons que vous avez apprises sur l'argent? Les leçons fondamentales, c'est que l'argent est très mauvais maître. Ça, c'est la leçon fondamentale que moi, je retiens de l'argent. C'est un très mauvais maître. Il ne faut pas laisser l'argent te dicter ce que tu dois faire. Moi, aujourd'hui, avec mon expérience de la vie et en tant qu'ingénieur financier, je ne perçois pas l'argent comme quelque chose de très important. Pour moi, l'argent n'est qu'un outil qui me permet de réaliser des choses. C'est un outil, en fait. Je travaille avec l'argent de la même façon, par exemple, on travaille avec ces micros et tout. Donc, l'argent, pour moi, c'est un outil. Donc, j'ai dévalué le poids de l'argent dans mon quotidien. Ça ne représente pas grand-chose. Et c'est justement parce que je l'ai dévalué qu'il ne me commande pas.
C'est moi qui le commande. Parce que pour moi, je me dis que si j'ai besoin d'argent, je réunis des pions, services, stratégie, valeur, j'ai l'argent. Et quand j'ai l'argent, je l'utilise pour investir afin de créer plus de valeur. Et la valeur que je crée derrière va encore me ramener de l'argent. Donc, ça devient qu'un outil stratégique, en fait. Donc, en soi, ce n'est pas en fait aujourd'hui un maître. Mais pour beaucoup de gens, l'argent reste encore un maître. Et c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même pour atteindre ce niveau. C'est un travail de développement personnel pour pouvoir faire en sorte que l'argent ne soit pas un outil qui te commande. Parce que lorsque tu ne vis que pour l'argent, lorsque tu ne vis que pour chercher l'argent, tu n'as pas de vie. Tu dois vivre pour de l'impact, tu dois vivre pour créer des solutions, tu dois vivre pour un but, pour un objectif au-delà de l'argent. Et derrière, la conséquence à la réalisation de ces objectifs devient juste l'argent auquel tu profites. C'est ça, moi, la leçon fondamentale que je retiens de l'argent. Ça reste quand même un outil assez intéressant parce qu'aujourd'hui, avec l'argent, on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. Mais je ne suis pas aussi d'accord avec l'idée l'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, l'argent fait le bonheur. Mais est-ce que c'est la clé du monde? Non, l'argent n'est pas la clé du monde. C'est le pouvoir qui est la clé du monde. C'est le pouvoir qui est la clé du monde. Aujourd'hui, il y a des opérateurs économiques en Guinée qui étaient hyper riches que le président actuel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand il est devenu président, est-ce qu'aujourd'hui, ces opérateurs économiques veulent se comparer à lui? Ouais. Pas forcément financièrement, mais il a le pouvoir. C'est lui qui décide de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regarde Trump. Elon Musk aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche au monde, non? Mais tu penses que Elon Musk peut parler devant Trump? Et il a même tenté dernièrement, et vous avez vu comment les actions ont commencé à dégringoler. Pourquoi? Parce qu'il s'est opposé légèrement à Trump. Le pouvoir, c'est la clé du monde, c'est le vrai nerf de la guerre, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est que l'outil qu'on utilise pour accéder au pouvoir, en fait. C'est l'outil. C'est ce que j'ai expliqué. L'argent, c'est un outil. Tu veux accéder au pouvoir, c'est l'argent. Tu veux manger, c'est l'argent. Tu veux vivre, c'est l'argent. Tout ce que tu veux faire, c'est l'argent. Donc, ça reste un outil stratégique qui a une place extrêmement importante dans tout ce qu'on fait. Mais ce n'est pas la clé. Tu peux avoir beaucoup d'argent et ne pas avoir le pouvoir. Tu ne sers absolument à rien. Tu es juste quelqu'un d'intéressant. C'est ça la réalité. Merci pour cette masterclass. À la famille, on a beaucoup à dire et on aura toujours beaucoup à dire avec M. Billy. C'était un grand plaisir de vous recevoir dans Dissidence. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot que je peux dire, c'est de vous remercier déjà pour tout le travail que vous faites. Je suis depuis très longtemps vos différentes activités. Je vois beaucoup de commentaires par-ci et par-là sur ce que vous faites. Tantôt bon, tantôt pas bon. Mais si j'ai un conseil à donner, continuez. Vous êtes aujourd'hui une très belle plateforme et je pense que la Guinée a besoin de plus d'antennes comme ça pour pouvoir parler, inspirer les jeunes et pouvoir expliquer certaines choses sans filtre comme on l'a fait dans une causerie assez simple. On n'a même pas pensé qu'il y avait des caméras ici. On a bien discuté et tout et je pense que c'est assez intéressant. Pour les jeunes, ce que je peux dire, c'est la même énergie. Focus sur le travail, focus sur la discipline, garder la vision, chercher l'impact, ne pas trop considérer l'argent. L'argent devient juste la conséquence de tout le travail que nous aurons à faire. À l'État, ce que je peux dire, c'est d'investir véritablement dans l'humain. C'est le premier capital. Investir véritablement dans le capital. Donc, je profite de cela pour remercier tout le monde, les collaborateurs, les amis, tout ce que vous regardez cette vidéo. Merci davantage. Merci la communauté d'avoir suivi ce podcast. Alors, chère communauté, comme vous le savez, pour les gens qui ont des histoires passionnantes, des histoires intéressantes, des histoires dissidentes, n'hésitez pas à nous contacter. Ici, c'est un espace pour tout le monde. C'est un espace pour tous les dissidents. Contactez-nous et on vous offre le micro qu'il faut. Merci, au prochain épisode. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.